Bonjour, nous sommes les modérateurs de ce webinaire, le docteur Mouillet Maxime, médecin généraliste à Marche-en-Famenne. Le docteur Gasser, physiopathologiste de l'exercice. Les organisateurs de cette rencontre sont Chronilux, mené par la SBL SISD Luxembourg. C'est un des 12 projets pilotes de soins intégrés en Belgique, financés par les autorités fédérales. Sa mission est de développer des soins et un soutien de haute qualité pour des patients présentant une maladie chronique ou présentant des facteurs de risque menant à une maladie chronique. Son territoire d'action est l'ensemble de la province de Luxembourg. La Ligue cardiologique belge est l'Association nationale de prévention contre les maladies cardiovasculaires. Sa mission est de faire reculer la mortalité et la morbidité cardiovasculaire via une prévention active, accessible et la promotion d'un mode de vie sain. L'Observatoire de la santé de la province de Luxembourg a pour mission principale la récolte de données de santé publique, leur interprétation et leur diffusion vers des décideurs politiques en vue de les aider à la prise de décision. La sensibilisation des politiques, professionnels de santé et de la population à l'importance de la prévention. Et la mise en place de programmes d'action permanents répondant aux besoins de la population luxembourgeoise. L'Observatoire intervient au niveau de ce webinaire dans le cadre du projet Interreg Coprocepat, projet de coopération transfrontalière en promotion de la santé et éducation du patient en milieu rural. Pour répondre à la question complexe posée par le sujet qui nous intéresse ce soir, écoutons maintenant chacune des intervenantes. Donc, le webinaire de ce soir prendra la forme de 3 interventions. Madame Mailly, secrétaire générale du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, nous parlera d'abord des inégalités sociales de santé et de la marge de manœuvre dans ce domaine. Ensuite, le docteur Johan Herman, chargé de projet pour la Fédération des maisons médicales, nous parlera de la littératie en santé et des freins et des leviers dans ce domaine. Et ensuite, Madame Maty, infirmière en santé communautaire ainsi que maître de formation à la Haute École de la province de Namur, nous parlera de ressources pratiques. Donc, chaque présentation durera pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, pendant 5 minutes, sera suivie d'une discussion de 5 minutes. N'hésitez pas à participer et à poser des questions dans le chat. Suivra un reportage du centre hospitalier du Mont-Saint-Martin. Madame Sailly et le docteur Grégoire participeront à la discussion après le reportage. Voilà. La session se déroulera donc de cette manière, avec 3 sujets séparés, un court débat entre chaque sujet. N'hésitez pas à intervenir dans les commentaires du Teams. Nous vous lirons en direct et tenterons de vous répondre. Je vous rappelle le thème de cette soirée, comment adapter la prévention et la prise en charge cardiovasculaire au public défavorisé. Madame Mailly, nous vous passons la parole. Madame Mailly. Bonsoir, merci de m'avoir invité à ce webinaire dans ma fonction de secrétaire générale du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Évidemment, en prenant la parole, moi aujourd'hui, je le fais nourri des populations qui sont frappées par les inégalités sociales, pas que les inégalités sociales de santé, mais forcément toutes les inégalités sociales ont un impact important sur les inégalités sociales de santé. On le sait, il n'y a rien de plus injuste que de ne pas avoir accès aux soins de santé, aux services de santé et à une possibilité de traverser la vie le plus longtemps possible en bonne santé. Et on n'est pas tous égaux au départ dans la vie face à ça, puisqu'on peut très bien naître, je veux dire, avec un potentiel d'énergie, de disposition physique, mentale, etc., qui sont variables, qui en soi
sont déjà fort inégalitaires. Mais s'ajoute à ça, pour les populations qui vivent dans le trop peu de tout, c'est comme ça qu'on qualifie au réseau wallon de lutte contre la pauvreté les personnes qui connaissent la précarité, la vulnérabilité, la pauvreté. Ce sont des personnes qui vivent dans le trop peu de tout. Au-delà, je dirais, de leur état de santé initial, elles vivent la réalité souvent d'être confrontées à des déterminants de la santé, des éléments de la vie dont je vais parler maintenant, qui ne vont pas les aider nécessairement à pouvoir évoluer dans la vie en bonne santé pour toutes sortes de raisons pour lesquelles elles porteront une petite partie de responsabilité, mais pour lesquelles une énorme partie de la responsabilité ne dépend pas immédiatement d'elles. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il n'y a rien à faire lorsqu'on a des revenus trop faibles, lorsqu'on est mal logé, si on est logé dans un logement où il y a de l'humidité, qui est orienté au nord, où il n'y a pas d'espace extérieur, qui est dans des tours où il y a du bruit d'un appartement à l'autre, où on ne sait même pas ranger les vélos des enfants, etc., sinon ça fait un conflit avec le voisin, etc., on est en difficulté accrue pour pouvoir consacrer du temps à sa vie. Si les revenus ne permettent pas en temps réel de pouvoir aller se faire soigner, de pouvoir se rendre chez un médecin, de pouvoir s'alimenter correctement, pas seulement en qualité, mais en quantité aussi, tous les jours, sans devoir se dire je vais devoir aller chercher des colis alimentaires, je vais devoir aller au restaurant du cœur, donc je vais devoir aller, j'ai envie de dire, afficher mon dénuement et tendre la main, ce qui est extrêmement difficile pour arriver à vivre au quotidien. Si on est confronté à ces réalités-là, la vie est beaucoup plus compliquée. Si on est confronté à des difficultés de mobilité, on le sait en milieu rural, Dieu sait si c'est prégnant, parce qu'on n'a pas de véhicule personnel, parce que ce n'est pas possible, et de toute façon aujourd'hui, le climat et l'environnement dit qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là, mais parfois on vit dans des endroits où il est dramatique de devoir se passer d'un véhicule, et ça existe en région rurale, mais qu'en plus, on n'a pas un maillage de développement, de transport, etc., suffisant pour pouvoir se rendre assez facilement vers des services. On va rapidement reporter un rendez-vous, ne pas avoir les moyens financiers éventuellement, de payer le taxi social pour s'y rendre, etc., se dire que c'est moins important que d'arriver à remplir les boîtes à tartines des enfants pour aller à l'école, etc. Et donc, on va dépasser les choses. Si malheureusement, peut-être, on a été à l'école, évidemment, mais que peut-être l'enseignement a raté avec les parents dans son processus de formation, puisqu'on sait que notre enseignement est malheureusement fortement inégalitaire et qu'il fige ces inégalités, ne les réduit pas au jour d'aujourd'hui, et que l'enseignement ne rate pas avec tout le monde, il rate avec les enfants et les jeunes des milieux dont les revenus sont les plus bas et des milieux d'origine étrangère, eh bien, on a un moindre accès à la connaissance, on a un moindre accès à la formation, on aura un moindre accès à un confort de vie par le travail, etc. On aura donc plus de stress, on va être beaucoup plus confronté à des métiers aussi qui passeront par des intérims, du travail à l'heure, du travail à la journée, etc. Si on est obligé de faire un métier qui est pénible, je pense par exemple aux personnes qui font du nettoyage dans des collectivités à domicile, etc., en titre-service, mais qu'on n'a pas le choix, par exemple, que de faire un horaire lourd parce qu'on est le seul revenu du ménage, par exemple, en situation de monoparentalité, etc., eh bien, on va être confronté à la fois à une difficulté pour sa santé même, parce que le métier est pénible, on aura une maladie professionnelle qui va se développer, parfois pas reconnue en maladie professionnelle d'ailleurs, et donc ça sera difficile à assumer, et on aura des difficultés, etc., etc. Si on est confronté au statut cohabitant, qui va faire perdre un morceau d'allocation de chômage, un morceau de revenu d'intégration sociale dans le revenu du ménage, on va affaiblir son revenu, donc on sera en difficulté pour se dire comment je vais payer les factures d'eau, comment je vais payer la facture d'électricité, comment je vais payer le loyer, etc. Donc on le voit bien, en fait la vie pour beaucoup trop de gens chez nous et en Wallonie, c'est beaucoup de monde, si on agglutine l'ensemble des statistiques, on est à un quart de la population en Wallonie qui vit en difficulté. En agglutinant les statistiques, ce n'est pas peu de monde. Et parmi ces personnes, quand on regarde les statistiques européennes, on peut voir qu'un autre déterminant de la santé, par exemple, c'est que, et ça, ce n'est pas que pour la Wallonie d'ailleurs, c'est la Belgique aujourd'hui, 40% des ménages chez nous n'ont pas d'épargne. Quand on n'a pas d'épargne, on est forcément stressé tout le temps, puisqu'on le sait.
la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais on peut aussi avoir parfois envie de financer des choses joyeuses ou des améliorations dans ces conditions de vie. Si on n'a pas d'épargne, on ne sait pas améliorer. On doit consommer tout ce qu'il y a dans le mois pour vivre et donc tout le temps s'angoisser pour voir si chaque mois on arrivera bien au bout du mois ou s'il faudra reporter des factures au mois suivant, aller demander au CPS, etc. etc. Bref, et parmi ces statistiques, je trouve qu'il y a une statistique qui est aussi intéressante par rapport aux déterminants de la santé. On sait que 37% des Wallons ne partent jamais en vacances. Alors le jamais, c'est pas prendre l'avion, c'est ne même pas aller passer 3 jours ou 4 jours chez un grand-parent, une tante ailleurs, donc ils ne partent pas. On ne sort pas de son quartier, on ne sort pas de son milieu, etc., etc. Quand on sait à quel point on conseille à tous les gens qui travaillent, prenez un peu de repos, allez vous reposer, etc., etc., qu'est-ce qui se passe pour ces familles-là, etc. Donc voilà, je pense que lorsqu'on vit dans le trop peu de tout, tout ça influence terriblement la santé. Alors tout ça a des conséquences évidemment très impactantes en termes de stress, d'angoisse, d'état de nervosité, parce que tout ça, ça trouble, ça recommence tous les mois, c'est tout le temps. C'est un peu, une militante disait chez nous, être pauvre, c'est un boulot à temps plein. On est épuisé, on doit tout le temps chercher des solutions. Et pourtant, dans le regard de l'autre, on est regardé comme des gens défaillants et déficients, alors que l'objet de notre vie quotidienne, c'est tout le temps trouver des trucs et ficelles. C'est tout le temps d'aller s'expliquer. C'est tout le temps devoir déshabiller notre vie pour obtenir des aides. C'est tout le temps devoir se justifier. Et, nous disent ces personnes-là, on est tout le temps observé aussi par les autres, parce que les gens qui vivent dans le trop peu de tout, comme ils sont aidés partiellement, et pas toujours comme il le faudrait, souvent et trop souvent par des réponses sparadrap, plutôt que des réponses définitives, qui permettent de sortir la tête définitivement hors de l'eau, eh bien, on est en plus, je vais dire, scruté par la société pour voir si on va bien se comporter à tout point de vue. Et d'une certaine façon, il y a un niveau d'exigence de la société à l'encontre de ces personnes-là dans le trop peu de tout qui est plus élevé que pour le commun des mortels. Il faut être plus vertueux quand on est pauvre. Il faut être toujours au rendez-vous, toujours à l'heure, toujours, sinon on va se sentir, les gens me disent ça, moi je me sens toujours être comme un gros reproche. Je ne suis jamais au bon endroit, au bon moment, de la bonne façon, à la bonne date, sur le bon papier, etc. Et la vivre dans le trop peu de tout entraîne aussi que, et ça c'est le paradoxe, la vie devrait, enfin les aides devraient conduire à faciliter. Eh bien, si vous vivez dans le trop peu de tout, vous avez beaucoup plus de papiers à faire que tous les autres. Parce qu'il faut remplir des tas de papiers pour être aidé, pour justifier, pour expliquer, etc. Or, on sait à quel point on est déjà dans une société de la paperasse, etc., et que ça ne plaît pas à la plupart des gens. Et le paradoxe, c'est que ces personnes-là, elles doivent en faire plus que les autres. Tout le temps. Donc tout ça joue, comme je le disais très fort, sur le stress, joue sur le sommeil, joue sur la difficulté d'endormissement, etc. Alors, soit on va prendre des médicaments, soit on n'en prendra pas, soit on va s'assommer, pas toujours, loin de là, mais par une bouteille d'alcool, soit on prendra 2-3 médicaments de plus parce qu'on a envie d'être calmé, etc. Mais tout ça va jouer évidemment aussi très fort sur l'alimentation de qualité. Alors, déjà s'alimenter tous les jours, mais en plus de qualité, puisque évidemment, l'alimentation dans des portefeuilles trop petits comme ça et dans des conditions d'existence comme ça, ça devient une variable d'ajustement. C'est-à-dire, on paye d'abord le reste. On va d'abord payer le loyer, on va d'abord payer l'eau, on va d'abord payer l'énergie. Mais regardez ce que ça veut dire aujourd'hui, payer l'énergie. C'est forcément s'endetter dans la majorité de ces ménages-là. On va payer les trucs pour les enfants s'il y a des enfants, etc. Et puis, on va regarder ce qui reste pour manger. Et donc, on ira forcément majoritairement vers de l'alimentation peu coûteuse, dans les grandes surfaces dont je ne vais pas citer les noms ici, pour acheter les produits les moins chers possibles. Donc, on le sait, ça veut dire les produits avec du sucre, avec de la graisse, avec du sel, etc. Mais il n'y a pas photo. Quand on peut acheter une lasagne à 0,95 € quand elles sont en promotion dans une grande surface et qu'on doit nourrir un ménage avec 4 enfants et qu'il faut compter jusqu'à la fin du mois et qu'on n'est pas sûr de tenir et qu'il faudra peut-être aller au colis alimentaire, on prend la lasagne à 0,95 €. C'est une évidence. Alors évidemment, quand on est dans ces spirales-là aussi, éventuellement, on va fumer. Alors fumer dans des états de stress comme ça va être encore beaucoup plus difficile d'arrêter que dans d'autres milieux. On sait que déjà, quand on est dans des milieux aisés, c'est pas toujours facile. On met des patchs, on va en sophrologie, bref, etc. Et il y en a qui n'y arrivent encore pas, ou bien qui recommencent à fumer. Mais quand on est dans des états de stress comme ça,
ben, c'est multiplié plus, d'autant plus qu'on ne va pas savoir se faire aider de cette façon-là, parce que ça va être considéré comme du superflu, forcément, par rapport à ce qu'il y a à gérer. Et puis, on voit aussi dans ces familles à quel point les femmes souffrent terriblement, puisque lorsqu'il y a des enfants, notamment, en général, on va toujours faire passer la santé des enfants et ce qu'il faut pour les enfants, de nouveau, avant de penser à soi. Et parfois, même quand il y a un conjoint, ça reste encore parfois dans des milieux traditionnels où c'est d'abord l'homme qui passe en avant et la femme qui mord sur sa chique pour gérer, etc. C'est aussi elle qui va aller souvent négocier au CPS pour avoir des aides, négocier à l'école pour reporter une facture, négocier avec le voisin parce qu'on ne sait pas payer son loyer. Tout. Donc elle prend la charge critique morale, mentale, affective, stressante, etc. Et donc elle s'oublie en termes de santé également, mais y compris jusqu'à des soins. On va aller consulter beaucoup plus tard, on va faire beaucoup moins attention à soi, etc. Donc le report de soins est vraiment très, très important. Et on le voit, j'en parlais tout à l'heure avec le docteur qui me confirmait qu'en effet, les maladies cardiovasculaires augmentent chez les femmes pour arriver à peu près au même niveau que les hommes, alors qu'auparavant, il y avait un différentiel, etc. Alors ça peut être le stress par les métiers de haute fonction, etc., mais c'est aussi le stress dans l'inégalité sociale pour les trop bas revenus et les difficultés. Et alors, évidemment, quand on vit ça, à un moment donné, on vit un estompement de la norme, comme j'appelle ça, moi. On finit par s'habituer que le trop peu dans lequel on est une normalité. Et donc, évidemment, ce n'est pas qu'on ne prend pas soin de soi et qu'on ne veut pas prendre soin de soi, mais c'est que, voilà, à un moment donné, on ne va pas souffrir tous les jours à vivre dans ces conditions-là, donc on va se convaincre que c'est ça la vie. Et on aura intégré que se passer de quelque chose, c'est comme ça, c'est normal. Et donc on diminue son désir de faire attention à soi. Mais ce n'est pas un choix, c'est comme ça s'installe dans la vie insidieusement et profondément. Ça a des incidences gigantesques, évidemment, sur la santé. Et l'autre élément que je dirais par rapport aux personnes qui vivent dans le trop peu de tout, sans faire de généralité, mais c'est quand même régulièrement une réalité, c'est que souvent on les aborde, elles sont abordées par la société, par la collectivité, par des dispositifs, par des associations. Alors, pas toujours, donc je ne veux vraiment pas faire de généralité, mais je veux nommer en tout cas là où ça fait problème éventuellement. Souvent, elles sont abordées comme des personnes que l'on va disqualifier a priori sur leurs compétences. Et souvent, on va les voir comme des personnes, si elles vivent tout ça, c'est qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles n'ont pas fait le bon choix, c'est qu'elles sont incompétentes, c'est qu'elles n'ont pas le moral, la volonté, pardon, c'est qu'elles ne sont pas courageuses, c'est qu'elles n'ont pas compris, etc., etc. Et ça, c'est très dur, puisque les gens qui vivent dans le trop peu de tout, j'ai envie de dire, ils sont actifs tout le temps pour tenir. Mais c'est juste pour tenir. Et c'est terrible, quand on se dit la traversée de la vie, c'est tenir. C'est insupportable, ça. Et donc, forcément, quand c'est tenir, voilà, à un moment donné, ça a des incidences sur tout. Donc, l'importance, à mes yeux, de considérer que les gens sont déjà en action, en train de faire et de partir de là où ils sont, en leur reconnaissant qu'avec le très peu de richesse qu'ils ont, ils font le mieux qu'ils peuvent. Mais quand on a très peu de richesse, le mieux qu'on peut, c'est peu. Mais on fait le mieux qu'on peut. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ne font pas bien. Si, ils font bien, mais voilà, c'est avec le très peu qu'ils ont. Et je redis, le très peu de richesse, c'est bien sûr l'argent dans le portefeuille, ça a de l'importance. Vraiment, les revenus, ça a de l'importance. La hauteur des loyers, ça a de l'importance. Le coût de l'énergie, ça a de l'importance. Donc, il faut agir sur tout ça. Mais c'est aussi le trop peu de toutes les autres richesses. De la considération dans le regard des autres, de l'importance qu'on aura dans le boulot qu'on fait, de la manière dont la société évaluera ce boulot, du fait que, comme je disais tout à l'heure, est-ce que l'école a réussi avec moi ou pas, etc., etc. Donc c'est des richesses matérielles très importantes, mais aussi c'est les richesses immatérielles. C'est aussi le capital culturel que j'ai, le capital symbolique que j'ai, le tissu relationnel que j'ai. Est-ce qu'il est diversifié? Est-ce qu'au contraire, il ne l'est pas parce que je n'ai pas de possibilité de diversifier? Je vis dans un quartier avec des familles qui vivent les mêmes conditions que moi, etc., etc. Or, de nouveau, on dira aux gens qui ont les moyens, les voyages forment la jeunesse, c'est important de changer de milieu, de découvrir des gens d'horizons différents, etc. On le sait, tout ça, ça demande aussi d'être fier, par exemple, de son intérieur pour accueillir des gens chez soi.
Et donc, on voit dans les gens qui sont dans le trop peu de tout, des gens qui, par exemple, ne vont pas autoriser leurs enfants à aller à un anniversaire chez un ami parce qu'ils ne pourront jamais réinviter chez eux. Hein, ou aller participer éventuellement à une réunion, mais ne jamais repasser manger un spaghetti avec les autres qui ne vont pas penser qu'il se peut qu'une personne n'ait pas de quoi payer un spaghetti au resto, etc. Donc c'est la vie sociale aussi, etc. Tout ça a des incidences énormes sur la santé, c'est évident, et des impacts singulièrement sur les maladies chroniques, les maladies cardiovasculaires en étant une des catégories. On le voit, nous, au réseau, on a beaucoup de militants qui fréquentent le réseau. Une énorme partie des témoins du vécu militant, c'est comme ça qu'ils se qualifient au réseau, puisqu'on fait de la militance collective pour essayer de changer les dispositifs sociétaux, eh bien, une énorme partie des personnes ont des maladies chroniques, cardiovasculaires, diabète, des problèmes articulaires lourds, parce qu'on dort sur des matelas qui n'en sont pas, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, etc., etc. Donc voilà, je pense que c'est tout ça qui joue. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce qu'évidemment, on peut toujours dire ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Je pense que des solutions, en tout cas, j'en ai énuméré quelques-unes, mais ce n'est jamais que quelques-unes. D'abord, c'est de consacrer du temps à ces personnes quand elles arrivent dans le champ médical, notamment le champ médical de première ligne. Il faut du temps, il faut expliquer, il faut se faire comprendre. Je ne vais pas en parler longtemps parce qu'il y a une voisine qui va en parler. Il faut accepter les questions-réponses, les essais-erreurs, le fait que ça ne marche pas du premier coup, que les gens, il faille du temps pour entrer dans une dynamique, dans un processus, etc. Et pas se dire, ah bon, allez, la consultation a eu lieu, enfin, comment ça se fait, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça, etc., etc. Je pense que tout ça a beaucoup... Donc il faut créer un climat de confiance. Parce que c'est difficile de nouer avec le milieu de la santé lorsqu'on y arrive en mauvais état. On entend parfois dans le milieu de la santé des acteurs de la santé qui disent, c'est maintenant que vous venez, après des années dans cet état-là. Ben là, quand vous avez eu le courage d'y aller, alors que vous avez dû vous oublier, c'est fatal. Hein, ça. Vous pouvez être sûr que vous ne le revoyez pas la deuxième fois et c'est fini. La personne ne viendra plus. Évidemment, c'est pourquoi? Parce que les temporalités ne sont pas les mêmes. Il y aura l'urgence du milieu professionnel de la santé, alors que ces gens-là, ils ont besoin de temps et de s'installer dans le temps, etc. Je pense que ça, c'est un élément important. Je pense que s'il y a des processus qui invitent à apporter des connaissances aux gens sur comment mieux faire, c'est ne pas apporter des connaissances en pensant qu'ils sont dans les conditions de pouvoir immédiatement mettre en œuvre les connaissances qu'on a apportées. Si on parle de bien manger, etc., et qu'on est dans une cuisine où il y a juste une taque électrique, etc., il faut faire avec ça, et pas faire comme si la personne était tout équipée pour pouvoir, etc. Donc partir d'elle sur comment on veut apporter de la connaissance et pas théoriquement dire il y a la bonne manière de faire, on va vous dire la bonne manière de faire, indépendamment du cadre dans lequel les familles sont. Parce que là, alors les familles le vivent très mal, elles se vivent comme disqualifiées, et en plus, c'est une contradiction. On leur demande de faire ce qui est impossible de faire, donc on ne peut que les conduire à l'échec. Donc elles vont s'éloigner de ça, et c'est logique, c'est une question de survie de s'en éloigner, parce qu'elles ne peuvent pas rester dans une position schizophrénique, on leur dit fais ça, mais tu n'as pas les moyens, fais ça, mais tu n'as pas les moyens, fais ça, mais tu n'as pas les moyens. Donc ça, il faut sortir de ça, je pense. Il faut travailler éminemment dans le monde de la santé sur la déconstruction des préjugés et des représentations. Absolument, dans tous les milieux de la santé. Alors il y a évidemment dans les milieux de la santé des gens qui sont très sensibles à ça, heureusement. Hein. Il n'y a pas tout à faire, la table n'est pas toute rase, hein, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore vraiment beaucoup à faire dans ce domaine-là. Il faut vraiment y travailler. Alors je pense qu'après, il y a des conditions politiques aussi. Hein. Les déterminants de la santé, il faut une politique du logement adéquate. Il faut une politique de l'emploi respectueuse. Il faut une politique de revenus, etc. Donc comment on se coalise entre acteurs pour pouvoir conduire à des changements sociétaux et à dire à l'autorité politique, vous devez vous intéresser à la vie des gens en général parce que leur santé sera meilleure, c'est mieux pour eux, ce sera mieux pour le budget de l'État, pour la sécurité sociale et pour tout. Et donc forcément, il faut aussi renforcer évidemment la médecine de première ligne et de proximité. Où sont les médecins généralistes de proximité qui ont le temps, en quantité? On sait que c'est un gros problème chez nous, dans notre pays. Renforcer évidemment les maisons médicales. Il faut informer sur les médecins conventionnés pour que les gens n'aient pas peur d'aller chez un médecin spécialiste. Il faut absolument appliquer le tiers payant partout, chez tous les spécialistes, partout. Il n'y a pas de raison que le tiers payant ne s'applique pas. Voilà, il faut agir sur les médications, etc., le prix des médicaments, etc. Les sociétés pharmaceutiques se font quand même de l'or en barre en permanence, pas que seulement pendant la période du Covid, même si ça a été plus.
Donc comment est-ce qu'on agit sur tout ça pour aller vers des solutions constructives. Donc voilà, on peut très bien travailler avec les gens, je terminerai là-dessus, et les gens, ils ne sont pas obtus, ils voudraient que ce soit mieux. Mais donc comment partons d'eux, oui c'est ça, comment partons d'eux pour le faire, et comment prend-on en compte le cadre de vie dans lequel ils sont pour pouvoir leur permettre de le mener à bien dans les limites du possible. Il vaut mieux réussir une toute petite chose, mais qui leur soit possible, que d'exiger d'eux tout, qui sera impossible et qui va être le renvoi d'échec dans la figure et donc un recul encore plus en arrière. Donc voilà, on peut travailler avec les gens, on doit travailler sur le politique par rapport aux conditions de vie, je ne vais pas les répéter, et on doit travailler aussi sur le champ médical lui-même, la formation, mais comme je disais, un médecin conventionné, tiers payant, première ligne, médecin généraliste, proximité, prix des médicaments, etc. Voilà, je pense que tout ça pourrait permettre de combattre la chronicité, et donc notamment les maladies cardiovasculaires qui sont dévastatrices dans le milieu. On meurt beaucoup plus tôt, statistiquement, dans la pauvreté. C'est une évidence que dans les autres catégories sociales. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation. Nous avons une question dans le chat. C'était concernant le pourcentage de la population sans épargne. Il y avait la demande de peut-être répéter le chiffre. Ah oui, d'accord. Eh bien, donc ça, c'est le chiffre pour l'entièreté de la Belgique. Il y avait le chiffre pour la Wallonie, mais je vais le dire pour la Belgique parce que de toute façon, c'est pas mieux pour la Wallonie. C'est 40%. 40%. Et si vous pensez à 40% de ménages qui n'ont pas d'épargne, et vous pensez, j'ai oublié, mais le chiffre astronomique d'épargne qu'il y a chez nous aujourd'hui dans les ménages, on le sait, qui a cessé de grandir avec le Covid, puisque le Covid n'a pas appauvri tous les ménages. Et je ne vais pas parler du Covid ici, mais on pourra en parler par rapport aux ménages les plus pauvres. Le Bureau du Plan démontre à quel point le Covid affecte particulièrement sur le plan d'appauvrissement les catégories socio-économiques les plus faibles. Mais par contre, il y a énormément d'épargne dans une partie des ménages. Donc voilà, donc 40% sans épargne, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Vous devez porter des lunettes demain matin, les enfants doivent mettre des lunettes, voilà, c'est un trou dans le mois quand on n'a pas d'épargne, il n'y a pas photo, quoi. N'importe quoi devient un trou dans le mois. Je vais peut-être rebondir ici. En tout cas, moi, je trouve ça très complet. J'avais préparé des questions. Vous avez répondu à tout. Mais je vais peut-être juste... Moi, j'ai l'impression que l'actualité actuelle, et au niveau plus politique, je suis un peu pessimiste. Je ne sais pas quelle est... Moi, j'ai l'impression que les choses, malheureusement, ne vont pas trop dans ce sens, dans le sens d'une amélioration de ce côté-là. Je voulais peut-être votre avis un petit peu sur ce point-là. Les choses sont difficiles, il faut bien appeler un chat, par rapport à réduire les inégalités, donc avoir la volonté de, en fait, lire les différentes politiques à l'once de la réduction des inégalités. C'est ça qui serait intéressant. Et c'est clair que c'est quelque chose qui n'est pas du tout institué dans notre société. Ça ne fait pas partie, j'ai envie de dire, des baromètres d'évaluation, ça ne fait pas partie de l'évaluation des politiques publiques. On ne regarde pas si on a réduit les inégalités en décidant telle politique, etc. En effet, on est un peu inquiet parce qu'on voit bien qu'on est de plus en plus dans... Il faut faire des économies, donc les services s'éloignent, se réduisent en quantité, il y a une distanciation physique, géographique, en termes de santé aussi. Il y a évidemment ce qui a accéléré le Covid, et moi je ne suis pas contre les nouvelles technologies, sauf quand c'est pour rendre du service de première ligne. Donc quand on voit le télétravail, la digitalisation, etc., tout ça n'est pas de nature, en effet, à aider. Et donc, le combat, il est intense, mais je pense qu'on est obligé de se rendre compte aujourd'hui, la Belgique est encore un pays riche, on sait qu'il y a moyen d'aller capter de l'argent, en termes de fiscalité. On vient d'avoir 3 hauts fonctionnaires du pays qui, 3 semaines de suite, ont dit comment on pourrait aller capter de l'argent. Fraude, œuvres d'art, criminalité en col blanc et mafia, et qui tous les 3 disent on ne nous donne pas les moyens de travailler. Bon, je ne vais pas dévier le débat, mais ça veut dire qu'on peut aller chercher, et ça c'est sans compter qu'on peut travailler sur la fiscalité des entreprises, de ceux qui ont gagné dans la crise du Covid, etc. Donc on pourrait disposer de davantage de moyens. Voilà, il y a des choix orientés. Alors moi, où
où je mise, si vous voulez, sur des perspectives positives, parce que je pense qu'il faut l'être, parce qu'on le doit, je pense, à ces populations-là, pour essayer d'inverser les choses, c'est qu'il y a des organisations, il y a des mouvements, on sent qu'il y a des options de société qui commencent à changer un peu, on sent des jeunes qui veulent redonner du sens à leur vie professionnelle, à ce qu'ils veulent faire dans la société aux yeux de... alors, il y a des mouvements d'éducation permanente. Ma voisine me dit, je travaille à la Fédération des maisons médicales, il y a des organisations comme celle-là, et il y a des alliances qui se font. Mais c'est clair que c'est un rapport de force. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on doit se dire, comment se fait-il qu'il y ait tant de richesses concentrées sur une petite partie de la population et non réparties sur l'ensemble, et sortir d'une vision méritocratique. Non, les gens ne peuvent pas sortir de ça tout seuls. Personne ne s'est fait tout seul. Les gens qui aujourd'hui sont dans l'aisance, ont un beau revenu, sont confortables, tant mieux pour eux, c'est ce qu'on doit souhaiter pour tout le monde. Nous, c'est ça qu'on veut. Hein. On ne veut pas affaiblir, appauvrir la classe moyenne, hein. Tant mieux. Mais ils ne se sont pas fait tout seuls, hein, les gens qui sont dans ces conditions-là. C'est soit parce qu'il y avait du patrimoine familial, parce que l'école a réussi avec eux, parce qu'ils sont partis avec un héritage, parce que, quoi. Et donc... tous ceux qui n'ont pas ce potentiel-là au départ, il est normal que la société y pense, comme la sécurité sociale a été conçue pour ça d'ailleurs, hein, notamment. Donc c'est un modèle intéressant et pertinent à observer, pas à observer, à défendre, à défendre et à consolider, mais qui est une inspiration, je trouve, pour se poser la question de comment amplifie-t-on ça pour la société de demain, quoi. Est-ce que, par exemple, le logement doit être laissé dans les mains du marché exclusivement, quand on sait qu'avoir un toit, c'est d'évidence pouvoir se poser quelque part, être en sécurité, commencer à développer une vie intime, des relations à l'externe, etc., etc. Est-ce que ça doit être laissé comme ça? Non. Enfin, de mon point de vue, hein. Évidemment, si tout le monde est d'accord, ça serait fait. Mais je pense qu'il y a vraiment des fondamentaux à interroger. Et en termes de santé, je pense qu'il y a vraiment c'est pas des fondamentaux, mais il faut vraiment réfléchir à vraiment une très forte santé de première ligne, une très forte santé communautaire, une très forte intégration de ces dimensions-là dans les vies collectives et tout ça. Une des manières peut-être de faire, dès lors qu'on ne sait pas le faire tout de suite pour toutes, enfin qu'on ne sait pas, qu'il y a un choix, que ça ne soit pas fait tout de suite pour toutes les familles, c'est de passer aussi par les collectivités. Hein. Comment faire des repas chauds, gratuits, de bonne qualité dans tout l'enseignement, par exemple. Une des pistes. Mais voilà. Donc moi je dirais, je pense qu'en effet, on n'est pas dans des orientations qui sont très enthousiasmantes, mais il y a de la combativité, de l'énergie, des alliances à faire qui n'autorisent pas à ne pas se dire il faut le mener, ce combat, il faut le poursuivre, il faut l'amplifier, etc. Et vous savez, les personnes dont je parle, les premiers et les premières concernées par ce dont je parle, elles ont envie de faire partie de la solution. Hein. Elles ont envie d'être dedans, elles ont envie d'en sortir, elles ont envie... Mais quand vous êtes usé par une vie qui vous dit tous les jours vous n'avez pas d'importance, puisque c'est ça en quelque sorte, hein, quand on ne règle pas ces problèmes-là, c'est que les gens ne sont pas assez importants. C'est dur ce que je dis, mais il y a quelque chose comme ça dans le regard politique. C'est difficile pour elles dans la combativité, mais elles l'ont pourtant cette combativité. Elles ont envie de faire partie de la solution, elles ont envie de faire partie de la société. Elles n'ont pas envie d'ouvrir leur boîte aux lettres tous les jours avec une lettre d'huissier, que l'énergie coûte plus cher, qu'elles perdent leur logement, que leurs enfants doivent aller toujours chercher des vêtements de seconde main, etc., etc. Et j'ai rien contre le seconde main, hein, au plan écologique, mais quand on est pauvre et que tout est du seconde main, y compris la nourriture, etc., ça veut dire qu'on est un citoyen de seconde zone. Hein. Merci beaucoup de votre intervention. Et Madame la docteure Joanne Herman va maintenant évoquer les freins et les leviers en littératie en santé. C'est ça, donc je vais vous parler de la littératie en santé, et donc ici plus spécifiquement comment la littératie en santé peut être une clé dans la prise en charge des patients en situation de précarité. Je vais tout de suite aussi dire que la littératie en santé, ce n'est pas que des problèmes de précarité, évidemment, c'est pour tout le monde. Et que quand je dis prise en charge, c'est parce que je pense que ce soir, on s'adresse surtout à des soignants, mais que j'entends la prise en charge comme une activité de promotion à la santé. Donc, on n'est pas uniquement dans les soins individuels, mais on est aussi dans la santé communautaire, dans les soins à la population.
Et donc, la littératie en santé, aujourd'hui, je vais la centrer sur des soins individuels, mais il faut savoir qu'il y a certains pays qui ont décidé de mettre des plans nationaux pour améliorer l'exercice de la littératie en santé. Je vais commencer peut-être par évoquer des choses qui pourraient nous faire penser à quelqu'un et qui sont peut-être des signes qu'il y a un problème en termes de littératie en santé. Donc, c'est quelqu'un qui a tendance à ne pas venir à ses rendez-vous de façon répétée, pour qui c'est difficile d'aller vers un confrère en deuxième ligne, quelqu'un qui peut-être manque d'adhérence à ses traitements, qui est incapable de nommer ses médicaments, qui parle peu, qui pose peu de questions, qui interagit peu avec le soignant. Il dit qu'il a oublié ses lunettes ou qu'il lira plus tard. Et notamment aussi peut-être beaucoup plus difficile à faire des actes de prévention. Hein. Donc on parle de prévention aujourd'hui. Et donc c'est quelqu'un qui vraiment va avoir du mal à faire de la prévention. Eh bien, si ça vous rappelle quelqu'un, c'est normal parce qu'environ un tiers de la population belge éprouve des difficultés à gérer une information pour la santé. On va voir ce que j'entends par gérer une information pour la santé. Et il faut savoir qu'entre 40 et 80% des informations qui sont données à une consultation médicale sont oubliées juste après. Oubliées ou pas comprises. Et donc ça, on va un petit peu en parler. Donc gérer une information, c'est pas seulement savoir la lire, savoir écrire, c'est pouvoir la comprendre, pouvoir l'appliquer. On a parlé de situations, si on donne des médicaments et on est incapable de les acheter, on ne peut pas appliquer l'information pour la santé. Et donc c'est afin de pouvoir prendre des décisions pour sa santé qui sont en lien avec ses valeurs et ses objectifs de vie. C'est tout un programme. Ça demande énormément de compétences, ça demande des processus qui sont complexes et ça demande un environnement qui est propice. Ces compétences en santé, c'est ce qu'on appelle la littératie en santé. Donc on va voir peut-être le schéma, on va zoomer, comme ça je vais essayer de vous expliquer, parce que là on ne voit pas. Oui, ok. Donc je vais d'abord essayer de commencer par définir ce concept qui n'est pas forcément, qui n'est pas récent, mais qui n'est pas connu encore du monde médical de façon assez particulière. Et donc, il faut savoir que la littératie, c'est un terme qu'on peut utiliser dans d'autres domaines que celui de la santé. Et donc, à la base, c'était de savoir lire, savoir écrire des informations qui vont nous permettre de gérer notre vie quotidienne. Donc, par exemple, il y a la littératie numérique. Et donc ici, la littératie en santé, ce n'est pas juste lire et écrire, c'est vraiment pouvoir donc, utiliser des informations qui sont nécessaires à prendre des décisions en matière de santé. Alors, dans le schéma, on voit bien que c'est un processus, et donc on a accédé à l'information. Tiens, on parle de cholestérol, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je peux aller chercher sur Internet dans quels aliments il y a du cholestérol? Donc, comment est-ce que je vais accéder à cette information? Est-ce que je vais la comprendre? Est-ce que je vais pouvoir l'évaluer? C'est-à-dire, est-ce que cette information elle est bonne pour moi ou pour ma famille? Ou ce n'est pas tout à fait dans mon cas? Est-ce que je peux discriminer, par exemple, ce que je lis sur Internet? Est-ce que tout est valable ou pas? Et alors, on a parlé de l'application en santé. Et donc, c'est vraiment un processus qui est vraiment très complexe, mais par lequel on va pouvoir agir et agir notamment sur les inégalités sociales en santé. Alors, les déterminants, on en a beaucoup parlé avec les déterminants non médicaux de la santé qui agissent au niveau de l'individu et de son environnement direct. Évidemment, si on a quelqu'un qui ne parle pas le français, comprendre une information et l'appliquer, c'est très, très compliqué. Le réseau social, on en a parlé. Les ressources aussi psychosociales, ça veut dire que dire à son médecin « je ne comprends pas ce que vous êtes en train de me raconter ». Vous me parlez de cholestérol, mais je ne comprends pas le mot cholestérol. Ça demande quand même des ressources. Ça demande aussi une certaine confiance en soi, de dire « je ne comprends pas, je ne sais pas » ou « je ne suis pas d'accord avec vous ». Alors, il y a aussi tout le registre culturel. Évidemment, quand il y a quelqu'un qui vient d'arriver et qui est d'une autre culture, on va lui parler d'alimentation, de cholestérol. Enfin, je pense qu'avec des régimes qui ne sont pas du tout adaptés à sa culture et à ce dont il a l'habitude, on est évidemment complètement à côté de la plaque.
les conditions de vie, dont l'éducation. Évidemment, l'éducation par rapport au fait de savoir discriminer une information pour la santé, ça a un lien très très fort, donc c'est un énorme déterminant. Et alors des caractéristiques personnelles, des handicaps ou des personnes âgées vont avoir un moins bon niveau de littératie en santé. Quelqu'un qui a des difficultés auditives ou visuelles va évidemment avoir beaucoup plus de difficultés à gérer une information pour sa santé. Et alors on voit que de l'autre côté de l'environnement direct et de l'individu, donc c'est exactement ce dont on parlait aussi auparavant, c'est qu'il y a tout le reste, et que tout le reste finalement est parfois aussi important que l'individu. Et donc, il ne faut pas oublier que les systèmes de santé, le système social, va évidemment avoir un impact et déterminer un niveau de littératie en santé. Si on a un système qui est extrêmement complexe, ou si, par exemple, pour arriver à l'hôpital, il faut prendre 10 bus et que le fléchage est impossible, aller chercher l'information à la santé chez son spécialiste, ça devient quand même compliqué. Et donc, ce n'est pas juste savoir lire et écrire. Et alors, il y a tout ce qui est le système d'information. Donc, évidemment, on est dans une ère d'hyper-information, de mésinformation. Et donc, c'est très compliqué aussi d'aller, on tape sur Internet, moi je fais ça aussi, et puis tu dis, est-ce que c'est un site qui est fiable? Est-ce que c'est une information qui est fiable? C'est vraiment pas évident, ça demande quand même beaucoup de compétences. Et donc, c'est pour ça que c'est un déterminant qui est intéressant pour l'état de santé de tous. Donc, moi, si je suis stressée, qu'on vient de me dire que j'ai un cancer ou que je viens de faire un infarctus, je ne vais pas être en capacité de comprendre l'information comme si j'étais dans mon salon et que je lisais quelque chose. Et alors, ce qui est important, c'est vraiment ce principe de la littératie en santé, c'est un déterminant intermédiaire des inégalités sociales en santé. Alors, je vais essayer d'expliquer. On se dit, oui, les gens en situation de précarité, forcément, ils ont un petit peu, peut-être plus de mal à lire et écrire. Ils ont un niveau d'éducation qui est peut-être moins haut. Ils ont des difficultés financières. Ils ont peut-être un réseau social qui est plus compliqué. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi ? En tant que thérapeute, c'est un petit peu compliqué et ça paraît parfois très très lourd aussi de se dire comment est-ce que je peux faire pour aider ces gens-là. Et donc on voit que via des actions qui vont améliorer la littératie en santé, donc via des actions qui vont permettre aux gens de mieux comprendre l'information en santé, donc d'être plus autonomes et de prendre des décisions éclairées, va en fait agir sur les inégalités sociales en santé. On va leur permettre d'avoir un accès qui est différent. Et donc les actions en littératie en santé dont je vais vous parler, elles sont valables pour tout le monde, parce que tout le monde peut en bénéficier, mais elles vont avoir d'autant plus d'impact si ce sont des gens qui ont un niveau de littératie qui est plus faible. Et j'en profite pour dire qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre un niveau de littératie qui est faible et une personne en situation de précarité, mais qu'évidemment, il y a un lien qui est très clair, notamment via le biais de l'éducation. Alors, les actions en littératie en santé, donc il y a tout ce qui est plus systémique, institutionnel. Et évidemment, si on va faire des cours d'alphabétisation ou qu'on a un système d'éducation qui est plus adapté, on va agir aussi sur la littératie en santé. Il y a toutes les actions des acteurs en santé dont je vais vous parler. Et alors, les actions qui sont plus individuelles sur les compétences et sur l'environnement direct des individus, qui va pouvoir agir ou pas sur la littératie en santé. Et donc, ce soir, je vais essentiellement vous parler des actions qui sont à l'échelle du professionnel. Alors, quand on pense littératie en santé, on parle surtout communication. Et donc, c'est vrai, améliorer la communication, qu'elle soit écrite ou orale, va permettre d'accéder différemment à l'information, de mieux la comprendre. Mais il y a aussi créer des conditions favorables. Donc si on a un cabinet de consultation qui est agréable, qui est accueillant, où il y a une certaine confiance, une certaine posture, une confidentialité, un espace de négociation possible, eh bien on va se rendre compte que l'exercice de la littératie en santé va être plus facile. Et donc on va permettre plus aux gens de dire je ne vous comprends pas, ou tiens, vous m'avez montré un dessin, est-ce que vous pouvez me réexpliquer? Et donc on va quand même créer des conditions qui vont favoriser l'expression et l'accès à la gestion de l'information pour la santé. Alors, améliorer la communication écrite et orale,
il faut quand même dire que les médecins ne sont pas des spécialistes en communication. On va le voir après, il y a des chiffres qui peuvent le prouver aussi. Et qu'il y a une tendance quand même à parler d'un certain jargon, à peut-être donner des formulaires en toute bonne foi en disant, ou des explications écrites, mais qui en fait ne vont jamais être lues et jamais comprises. Et alors, on donne parfois une information, mais on ne va pas vérifier que cette information a été comprise. Et donc on se dit, c'est bon, j'ai donné mon information, je lui ai donné les régimes pour la prévention cardiovasculaire, je lui ai donné des références pour le tabac, etc. Oui, mais est-ce que je suis sûre que le patient il a compris ou est-ce que je lui ai donné même peut-être beaucoup trop d'informations et du coup il ne va pas savoir quoi faire, il va rentrer chez lui, je n'ai rien compris. Et alors il ne va pas oser retourner parce que c'est quand même gênant, le médecin il a peut-être pris beaucoup de temps pour expliquer, etc. Et donc on va voir que par des choses très très simples, simplifier le discours, éviter le jargon, dessiner, reformuler, eh bien on va agir et améliorer l'exercice de la littératie, donc améliorer l'expression des compétences que les patients ont déjà pour gérer l'information pour la santé. Donc, c'est ce que je disais. Qu'est-ce qu'en pensent les soignants ? En général, on surestime les capacités de communication. On surestime aussi ce que les gens vont pouvoir absorber, comprendre. Et on sous-estime les besoins en information des patients. Et alors, on est parfois réticent. Oui, expliquer, dessiner, ça prend quand même beaucoup de temps. Faire venir un interprète, c'est compliqué, c'est vrai. On peut aussi avoir cette impression que les gens se sentent infantilisés. Déjà que ce n'est pas facile. Si je commence à utiliser des mots simples, il va croire que je le juge ou que j'ai l'impression qu'il n'est pas capable de me comprendre. Je vais l'infantiliser. Donc, voilà, j'ai un petit peu peur de ça. Et alors, il faut appeler un chat un chat. Il faut quand même savoir que, par exemple, des mots qui nous paraissent, en tant que soignants, très, très courants, comme chronique, comme hypertension, en fait, ne sont pas du tout du langage courant. Et donc, même si on a envie d'appeler un chat, il faut savoir qu'en général, il faut expliquer ces termes-là. Sinon, ils ne sont pas compréhensibles. Alors, qu'est-ce que les patients en pensent ? J'ai pris des paroles de patients qui ont vraiment aidé à construire une des formations qu'on va donner sur la littératie en santé. Et donc, c'est ça. Elle dit, moi, ce que je veux en tant que patiente, c'est que les soignants simplifient leur discours. Elle me dit, je veux comprendre, mais je ne veux pas qu'ils simplifient la relation. Et donc, voilà, je ne me sentirai pas infantilisée et je n'aurai pas l'impression que je vaux moins que le médecin s'il simplifie son discours. Moi, je suis contente de comprendre ce qui m'arrive. Et alors, un patient aussi qui me disait, se comprendre finalement, c'est la première étape pour qu'on rentre dans notre processus de soins. Et donc, c'est fondamental. Alors, j'ai peut-être envie, je pense que j'ai encore quelques minutes, pour vous donner un outil concret, parce que je sais qu'en tant que professionnel de la santé, on aime bien les outils très concrets. Et donc, je vais vous parler du Teachback, qui s'appelle aussi en français le fait dire. Et donc, c'est un outil qui a été pas mal étudié. Et donc, on a quand même des retours extrêmement positifs dans certaines études, avec un réel impact sur l'état de santé des gens, sur leur capacité d'autonomie, sur la compréhension des informations. Et donc, j'avais envie de vous le présenter. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le lire à l'écran. Donc, ce n'est pas spécifique à la prévention cardiovasculaire, mais je trouvais qu'il était bien fait. Et donc, c'est un médecin qui dit, je vais vous prescrire un antibiotique qui s'appelle de l'amoxicilline. Donc, il explique bien, il donne le nom du médicament. Pour l'infection à l'oreille de votre petite fille Anna, il faut le donner 3 fois par jour, donc au petit déjeuner, au dîner et au souper. La plupart des enfants aiment le goût de cet antibiotique, ce qui est important parce qu'elle va devoir le prendre pendant 5 jours. Et alors, on a la phrase classique qui est « Avez-vous des questions ?» C'est une question qui peut être un petit peu fermée et donc, en général, les gens vont dire « non ». On peut passer à la dia suivante. Et donc, on a la même situation. Mais ici, le médecin, qu'est-ce qu'il va dire ? Pour terminer, je veux être sûr que j'ai été claire et répondre à toutes vos questions. Avec vos propres mots, pourriez-vous me réexpliquer ce que vous devez faire à la maison pour l'infection à l'oreille d'Anna ? Et on voit que la réponse change.
Et donc la maman va dire, donc vous voulez que je donne un antibiotique à Anna à tous les repas pendant 10 jours. Donc déjà là, on se rend compte qu'elle a compris 10 jours et pas 5. Et elle va même dire, Anna est à l'école pendant la journée et il n'a pas donné les médicaments. Est-ce qu'elle doit vraiment le prendre au dîner? Et donc c'est une occasion pour le médecin de se dire, d'abord, en fait, je me rends compte qu'elle n'a peut-être pas compris toutes les informations. Et en plus, ça lui permet de dire, est-ce que mon information est applicable? Non, visiblement, à l'école, ça va être compliqué. Et donc, c'est intéressant que la maman soulève ce frein-là. Et donc, on a la première phase qui est expliquée avec des termes simples, utiliser des documents, mais dans lesquels on va surligner, entourer, dessiner. On va demander alors à la personne de réexpliquer avec ses propres mots. Alors, ce n'est pas facile parce que dire est-ce que vous pouvez me réexpliquer avec vos mots ce que je viens de dire, ça peut être pris comme une interro, ça peut être un petit peu stressant. Et donc, il y a des formulations qui vont permettre d'adoucir les choses. Et donc, pour être sûr que j'ai été claire, pour être sûr que j'ai utilisé des mots assez concrets. Et donc, il y a comme ça une série de formulations qu'on peut aller voir dans l'outil qui vont permettre de demander à la personne de réexpliquer. On a vu la personne réexplique, ce qui va permettre aux professionnels d'identifier d'éventuelles erreurs, d'éventuelles incompréhensions, de voir si l'information est vraiment applicable. Et alors, on a une boucle comme ça de rétroaction qu'on peut faire 2 ou 3 fois, jusqu'à ce qu'on soit sûr que la personne a vraiment compris les informations qui nous paraissaient capitales. Alors, effectivement, ça peut prendre du temps, on peut voir ça comme ça. Mais un patient qui ne prend pas son médicament et qui revient, ça prend du temps. Un patient qui va prendre un médicament et qui le jette à la poubelle, c'est un coût énorme pour la sécurité sociale. Un patient qui ne va pas comprendre et qui, du coup, va se retrouver avec des effets secondaires ou un surdosage, il y a quand même un énorme problème de sécurité des soins, il va peut-être aller aux urgences. Et donc, peut-être que les 3 minutes qu'on va prendre pour faire cet exercice-là de reformulation, en fait, vont épargner beaucoup de difficultés et vont vraiment permettre à la personne d'être maître de son traitement, d'avoir vraiment bien compris les implications que ça donne. Et donc, j'ai envie de conclure sur ces mots-là. La littératie, ce n'est pas un nouveau concept en soi, mais c'est vraiment intéressant parce qu'on peut l'améliorer par des actions qui sont simples et qui sont à l'échelle du professionnel, qui va pouvoir, avec un environnement propice, une certaine posture ouverte, améliorer sa communication, notamment par la reformulation, le teachback qu'on vient de voir. Et donc, c'est vraiment une réelle opportunité d'améliorer les soins et d'être un levier d'action sur les inégalités sociales en santé. Alors, j'avais mis des références, mais je pense qu'on les mettra sur le site, donc ça, on peut les passer. Voilà, merci. Merci à vous. Là, ici, il n'y a pas vraiment de questions sur le chat. Moi, je me pose une question par rapport à cette thématique. C'est quand même un concept qui n'est pas nouveau, en tout cas pas sous ce terme-là. Et alors, il y a donc une responsabilité morale des professionnels. Il y a aussi une responsabilité juridique. Je vais à la loi sur le droit du patient de 2002. Et alors, avec le droit d'être informé sur sa santé, qui précise bien que le langage doit être adapté au niveau de compréhension, que ça doit être clair. Il y a aussi le droit à consentir de façon éclairée, qui reprend aussi ce genre de précautions. Comment se fait-il que les professionnels soient aussi peu familiarisés avec ce genre de... ce que vous disiez un petit peu plus tôt, je ne sais pas si vous avez un avis sur ce genre de... Oui, alors là, pour moi, on rentre plus dans la question de la participation des patients à leurs propres soins. Et donc, effectivement, participer, ça peut être juste recevoir une information. Est-ce qu'on l'a comprise? On est déjà dans un niveau de participation qui est un peu plus élevé. Est-ce que de cette information, on va pouvoir en faire quelque chose et on va vraiment consentir à oui, je prends le traitement, oui, je vais vraiment essayer d'arrêter de fumer. On est déjà dans un niveau de participation beaucoup plus élevé. Et donc, pourquoi est-ce que les professionnels de la santé ont peut-être du mal? D'abord, il y a une question de formation. On ne nous apprend pas à rentrer en relation, on ne nous apprend pas à communiquer. Il y a une question de pouvoir. Donc, on est dans une relation qui est d'office inégale avec un patient qui est là avec une demande d'aide, avec des savoirs qui sont complètement différents, avec un statut social qui est différent. Donc, on part déjà sur une base qui est compliquée. Et ce n'est pas facile pour le médecin de se dire
oui, c'est vrai, je suis en situation d'inégalité et donc c'est à moi de rendre le pouvoir d'agir aux patients et pour qu'ils puissent réellement consentir et agir en fonction de ses propres valeurs, de ses propres objectifs. Alors, c'est quand même une sacrée notion, cette idée de pouvoir et de partage. Donc, je pense qu'il y a ce frein-là aussi. Et alors, je pense que parfois aussi, il y a maintenant il y a la loi sur les droits des patients, mais avant, il y avait quand même toutes ces responsabilités médicales qui peut parfois peut-être rentrer en contradiction, certaines normes qui pourraient rentrer en contradiction et poser des questions peut-être un peu plus éthiques en termes de participation aux patients. Je ne sais pas, moi, si le patient vient en disant « moi, je veux un traitement alternatif, je suis informé, mais vous devez me le prescrire », si le médecin n'est pas d'accord, parce que pour lui, c'est pas le bon choix, on rentre dans un conflit d'intérêts et donc c'est pas évident d'arriver jusqu'à l'applicabilité de l'information et la gestion de ses propres soins. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Merci. Ok. Je jette un petit coup d'œil au chat. Il y a une question ici. Voilà, c'était la question, est-ce qu'il ne faudrait pas plus mettre ça dans les formations, mais donc a priori, vous avez déjà répondu à la question, plus intégrer cette notion dans la formation de base des professionnels. Oui, mais il faut savoir que dans d'autres pays, c'est vraiment déjà totalement inclus dans les formations. Et notamment au Canada, où ils sont quand même fort avancés. Donc les étudiants sont filmés, donc il y a des retours vraiment sur la communication, ce qui sont très intéressants. Oui. La même personne parle aussi des patients experts, donc je pense que ça fait aussi référence au modèle de Montréal. C'est ça. Et donc c'est de se dire, penser d'emblée, ça me fait penser à ce que vous disiez, se dire d'emblée que le patient a des compétences et qu'il est expert de son vécu et qu'il a complètement, évidemment, le droit à la... Enfin, c'est une question de dignité de faire ses propres choix en santé, mais qu'il y a tellement de freins que le professionnel de la santé a cette responsabilité de le rendre acteur et donc de lui fournir les informations jusqu'à tout le processus et pas juste délivrer son information. Et donc rendre le patient expert vraiment de ses propres soins, oui. Et alors il faut savoir qu'au Canada, j'imagine que c'est à ça que la personne fait référence, les patients deviennent experts dans le système de santé et donc ils vont pouvoir être associés à l'évaluation, mais aussi la conception de projets qui vont, notamment en littératie en santé, c'est beaucoup plus intéressant de discuter avec des usagers de qu'est-ce qui serait utile à changer. Je pense que dans la maison médicale aussi où vous étiez, il y a eu un travail comme ça. Et donc, je sais qu'ils sont en train de travailler sur la lisibilité des prescriptions médicales, par exemple. Mais ça, c'est les patients qui ont demandé. Donc, c'est intéressant de les intégrer, de les associer à ces processus. Oui. Je pense peut-être, Madame Maillet, vous vouliez... Je voulais rebondir en disant, alors, à très petite dimension, par rapport à ce qui se passe au Québec, etc., il y a des experts du vécu, c'est comme ça qu'ils sont qualifiés, dont le financement des emplois est pris en charge par l'INAMI, donc voilà, au plan fédéral, qui sont pilotés par le service public intégration sociale du fédéral et dont certains interviennent dans des hôpitaux aujourd'hui. Et il va y en avoir prochainement, il y a un premier pas dans les mutuelles, en tout cas au moins un, etc. Et l'idée tend vers cela. Alors c'est petit, on n'est pas à la même intensité, etc. Enfin voilà, il y a un peu cette idée-là. Et ici, dans le cadre des inondations, du Covid, pas des inondations, il y a aussi un projet expérimental en cours qui est d'avoir créé des community health workers. Alors nous, on les a transformés en facilitateurs en santé, qui sont un certain nombre d'emplois occupés par des personnes qui n'ont pas du tout une formation initiale dans le domaine de la santé, mais qui sont des personnes issues des communautés, des quartiers, des villes dans lesquelles ils remplissent leur mission. Et leur mission est d'essayer de recréer du lien avec la première ligne
pour des personnes qui n'ont même pas nécessairement le contact avec la première ligne, qui n'ont plus de médecin, etc. Mais quand je dis ça, entendons-nous, c'est des toutes petites expériences chez nous, à petite dimension, mais voilà, il y a en tout cas un certain nombre d'acteurs qui mettent de l'énergie à ce que ça se développe, etc. Et je pense que c'est une des facettes, ce n'est pas la seule, hein, c'est une des facettes qui peut tendre et converger à, comme toutes celles qui viennent d'être expliquées ici. Mais c'est très petit, hein, c'est embryonnaire. Merci beaucoup. C'est fragile budgétairement. Il y a aussi le patient qui va être influencé par des croyances, par... ça aussi, je pense que vous pourriez peut-être nous expliquer le fait aussi que le patient qui est dans un état de précarité va ne pas être aussi facilement acteur de sa santé parce qu'il n'a peut-être moins envie de se battre, parce qu'il se bat déjà ailleurs, comme vous le disiez tout à l'heure. Ça, c'est la question aussi des priorités. Donc, effectivement, mais discuter des priorités du patient, c'est intéressant. Ça veut dire que si je connais les priorités, les besoins en fait prioritaires de mon patient, ben, je ne vais pas lui demander des choses qui sont impossibles. Et donc, et alors l'autre partie de votre question, c'était plus sur des gens qui sont peut-être moins motivés, ben, des représentations qui sont aussi que le médecin ou que le système de santé va tout régler, et comme un peu on dirait chez les garagistes. Et donc se dire je suis capable en fait de prendre des décisions pour ma santé, c'est aussi une représentation, et donc il faut déconstruire tout ça. Et donc c'est pas forcément des représentations négatives des soins, mais c'est parfois aussi des représentations négatives par rapport à soi et ses compétences. Et donc c'est vrai que c'est un travail de les déconstruire, ça c'est clair, oui. Ça joue beaucoup. Voilà. Donc là ici, une double invitation, je dirais, à aller à la rencontre des autres, à essayer de ne pas se laisser aller aux préjugés. Et donc, un petit peu ici pour continuer dans cette lancée, Madame Mathie, je pense que vous allez nous parler un petit peu de ressources pratiques pour questionner justement les représentations. Tout à fait. Et donc, je vais justement profiter de là où on en est arrivé dans les échanges et de votre dernière question aussi par rapport à ces représentations, par rapport à toutes ces... On a parlé aussi des préjugés des représentations par rapport à certains publics plus fragilisés. Donc je vais aborder plusieurs éléments en faisant des parallèles avec ce qui a été développé déjà ce soir. Mais comment est-ce qu'on peut travailler sur ces préjugés, sur ces représentations ? Comment peut-on aller rejoindre l'autre dans ce qu'il vit, dans ce qu'il imagine, dans ce qu'il analyse de la situation dans laquelle il est ? Et donc, je vais aussi rebondir sur la compréhension, parce qu'on parlait de compréhension vraiment littérale, littéraire. Qu'est-ce que je comprends concrètement, factuellement de ce qu'on m'annonce ? Mais à côté de ça, en quoi ça résonne chez moi ? Qu'est-ce que je vais comprendre intérieurement, psychiquement de ce qu'on m'annonce ? On m'annonce que j'ai un problème cardiaque, que j'ai un problème d'hypertension. Alors, je peux peut-être comprendre littéralement ce qu'on me dit, mais qu'est-ce que ça représente pour moi ? Quel est mon vécu ? Quelle est mon histoire ? Quelles sont mes représentations toutes personnelles par rapport à ça ? Peut-être que pour moi, ce genre de maladie évoque automatiquement la mort, l'hospitalisation. Peut-être qu'au contraire, j'ai l'impression que, c'est pas un cancer, parce que pour moi, peut-être que ma notion personnelle de ce type de maladie va être différente. Et donc, au-delà des inégalités socio-économiques dont on a parlé, qui sont déjà des freins parfois à l'accès aux soins, au-delà des éléments dont on a parlé aussi par rapport à la littératie, il y a vraiment cette notion des représentations, de ce que j'imagine, de ce que je comprends. Et c'est aussi en lien avec une des questions qui a été posée, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les professionnels, à certains moments, ne vont pas aller vraiment rencontrer l'autre ? On parlait de problèmes de communication, de manque de formation, mais au final, du coup, j'avais vraiment envie d'aborder cette notion qui est vraiment très importante, des représentations. Et donc cette notion des représentations, elle a été définie par différents auteurs, et notamment Korzybski quand il parle de la carte du monde. Alors qu'est-ce que la carte du monde ? La carte du monde, c'est quelque chose qui nous touche tous.
soignants, professionnels, patients, peu importe notre niveau de socio-économique, littératie, peu importe si je suis soignant, si je suis patient, la carte du monde, c'est vraiment la manière dont je vais appréhender ce qui m'entoure. Comment est-ce que je le comprends? Qu'est-ce que j'analyse? Qu'est-ce que j'interprète de ce qui se passe, de ce qu'on me dit, de ce que je vois en face de moi? Et on est vraiment tous soumis à cette carte du monde qui va forcément être très personnelle et qui va forcément dépendre de tout un tas de choses, de mon éducation, de mon parcours, de mon histoire de vie, de ma littératie, de ma culture aussi religieuse, etc. Et donc ce sont tous des éléments qui nous impactent chacun et dans une relation notamment de soins, notamment quand je dois m'adresser à un public peut-être plus précarisé, ce sont des notions qui vont être relativement importantes. Alors souvent un petit exercice que je propose, je vais peut-être un petit peu du coup vous sortir des sentiers battus, mais je vais vous proposer à chacun qui observait, qui regardait ce webinaire, de penser spontanément à 2 ou 3 images, 2 ou 3 phrases, 2 ou 3 mots qui vous viennent spontanément à l'esprit, qui vous viennent en tête si je vous dis le mot chien. Donc par rapport à ce mot chien, quels sont les 2-3 mots, idées, images qui vous viennent à l'esprit? Alors probablement vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous fait? C'est absolument pas en lien avec le thème de ce soir, c'est déjà une représentation. Et tout à fait, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que je pose la question? C'est parce que derrière ce mot, chacune d'entre nous avons des images et des représentations complètement différentes. Pour certains, ils ont pensé à un os, ou ils ont pensé à leur chien dans l'enfance. Certains ont pensé au poil, à un canapé abîmé, à de la bave, à des excréments, peu importe. Certains ont pensé à un dessin animé. Dans certaines cultures où le chien n'est pas du tout familialement admis comme chez nous, on a certainement pensé à une situation beaucoup plus utilitaire. Dans certaines cultures, le chien c'est même vécu comme un peu dégoûtant qu'il rentre dans la maison parce que le chien a vraiment cette fonction utilitaire de gardien de maison, de gardien de troupeau ou autre. Et donc, ce que j'apprécie avec ce petit exercice, c'est de montrer comment cette carte du monde, elle est propre à chacun, bien sûr, et comment elle nous influence au plus profond. Alors, imaginez déjà toutes les différences qu'il peut y avoir avec ce mot chien. Imaginez maintenant, je rejoins ce qui a déjà été dit, si je dis le mot cardiovasculaire, maladie, santé, mort, pontage aortocoronarien, hypertension. Qu'est-ce que ça évoque chez moi? Qu'est-ce que ça évoque ne parlons même pas de la circulation extracorporelle s'il s'agit d'une grosse intervention. Et donc, en quoi ça va résonner chez moi? Et donc, on se rend compte qu'au-delà de la compréhension et au-delà des limites déjà que les gens vont pouvoir avoir au niveau, on a parlé des finances, etc. Si maintenant j'aborde la question de l'alimentation saine, déjà, c'est quoi une alimentation saine? Je peux très bien la comprendre sur papier. J'aurai déjà les freins éventuellement au niveau économique. Moi, je veux bien avoir une alimentation saine, mais je dépends des banques alimentaires, donc je n'ai pas forcément accès facilement ni souvent à des produits frais, par exemple. Mais au-delà de ça, culturellement, c'est quoi l'alimentation pour moi? Et donc ça va être une question qui va être intéressante d'aller poser à l'autre, parce que en fonction de ma culture, certaines zones du monde, certains pays du monde vont manger un gros repas par jour. Pas tout à fait en adéquation avec des normes d'hygiène alimentaire telles qu'on pourrait l'imaginer, nous, en tant que soignants ici. Certaines personnes vont manger donc, ce repas, mais en collectivité, c'est-à-dire qu'on met un gros repas au centre de la table et chacun se sert dedans. Comment est-ce que, du coup, je rencontre les besoins alimentaires des uns et des autres si moi, j'ai un régime alimentaire spécifique, mais qu'à ma table, j'ai des personnes âgées, j'ai des enfants, j'ai des adolescents? Voilà, comment est-ce que je fais? On me propose, en tant que patiente, d'adopter un régime alimentaire spécifique. Mais si au fond de moi, l'aliment, c'est de l'amour, c'est des relations familiales, c'est des moments partagés, et qu'on vient empiéter un petit peu sur ça sans le comprendre, qu'est-ce que ça va évoquer chez moi aussi? Et je peux très bien comprendre, encore une fois, ce qu'est l'alimentation équilibrée. Je pourrais même arriver éventuellement à avoir accès aux aliments adaptés. Est-ce que je suis prête à passer le cap? Qu'est-ce que ça me coûte et qu'est-ce que ça entraîne chez moi au niveau émotionnel, au niveau de mon ressenti? Et donc cette notion de carte du monde, on va voir qu'elle intervient à tous les niveaux, y compris au niveau du sujet qui nous préoccupe ce soir. Et donc ça va être très très important en tant que soignant, professionnel de la santé, qui qu'on soit, vraiment d'aller creuser cette notion-là et de la travailler, d'aller vraiment à la rencontre de l'autre.
Alors, vous allez me dire, ben oui, ça c'est très beau, c'est de la théorie, mais concrètement, comment est-ce que je fais? Parce que déjà, c'est pas toujours facile justement d'avoir conscience que je suis moi-même soumise à ma propre carte du monde. Ben, en fait, la question amène déjà une partie de la réponse. C'est la première étape par rapport à ça, ça va vraiment être d'en avoir conscience. Avoir conscience que systématiquement, à tout moment, ma carte du monde va m'influencer. Et si elle m'influence, il n'y a aucune raison qu'elle n'influence pas l'autre. Et si elle influence l'autre, il y a forcément des éléments sur lesquels, a priori, sans travail complémentaire, je ne vais pas avoir d'emprise, je ne vais pas avoir de poids. Et à côté desquels je risque fortement de passer. Et donc, ça va vraiment être très important, dans un premier temps, de travailler ça. Alors, c'est un vrai travail parce que, naturellement, nous sommes des êtres, en tant qu'êtres humains, des êtres assez égocentrés et ethnocentrés. On a tendance vraiment à voir les choses à travers notre culture et notre carte du monde, vu qu'elle est la plupart du temps inconsciente. Et donc, comment travailler ça? Déjà, vraiment en avoir conscience. Et puis, une fois que j'ai conscience de ça, c'est vraiment aller rencontrer l'autre. Il y a déjà des petites pistes qui ont été données qui sont très intéressantes. C'est vraiment cette écoute qu'on appelle non sélective de l'autre. C'est vraiment aller vers l'autre en lui posant les questions concrètement. Et donc, avez-vous compris? Avez-vous des questions? Ça, c'est une écoute non sélective. On est vraiment dans une question fermée, vraiment. Et donc, comme vous disiez très bien, l'écoute non sélective, on va aller plus loin. C'est est-ce que vous avez encore des questions? Mais au-delà de ça, c'est quels sont les éléments qui pourraient vous poser problème? Qu'est-ce qui vous met en difficulté par rapport à ça? De quoi est-ce que vous souhaiteriez parler par rapport à ça? Quand je vous propose une alimentation équilibrée, et donc là on va voir d'autres astuces, parce que le non-verbal va aussi beaucoup jouer l'authenticité dans la communication, ça va être, mais là j'ai remarqué qu'à ce moment-là, vous tiquiez un petit peu. Qu'est-ce qui est dérangeant pour vous à ce moment-là? Qu'est-ce qui est difficile? Et là, probablement qu'on va, si on est suffisamment ouvert à l'autre, pouvoir justement mettre sur la table ce, vous savez, chez moi, on mange en famille, on a généralement un plat, et si je commence à faire que des légumes pour moi, mon mari va râler, mes enfants vont avoir faim, et puis voilà. Et donc, on rentre vraiment au cœur du problème, qui, s'il n'avait pas été touché du doigt, aurait probablement été laissé de côté, et puis la personne serait probablement rentrée chez elle, même peut-être en ayant compris, et n'aurait pas appliqué les conseils, ou en tout cas n'aurait pas réalisé les modifications qu'on essayait de travailler avec elle. Donc ça va vraiment être très important, c'est avoir conscience de ça, avoir une écoute non sélective, laisser la place à l'autre. Ne pas tenir pour acquis que ma carte du monde est la même que celle de l'autre, et que ce que j'imagine, ce que j'interprète, ce qui est important à moi, à mes yeux, à moi en tant que professionnel, sera tout à fait égal chez l'autre. Ça va être différent. Et je parle encore en tant que professionnel, mais on pourrait très bien faire la même discussion entre professionnels de santé dans un même domaine. Et on aurait probablement tous des représentations différentes de l'alimentation, du sport, de l'hygiène alimentaire, de la santé cardiovasculaire, de la précarité. Et donc, c'est vraiment très important d'aller travailler ça avec l'autre. Ne pas tenir pour acquis que j'ai compris ou que ça va de soi. Ne pas tenir pour acquis que ma carte du monde est identique à celle de l'autre. Alors, il y a parfois des facilitants, des difficultants. Donc, un facilitant pourrait être le fait que l'autre en face de moi me paraisse très différent. Parce que la différence va peut-être plus attirer mon regard sur cette potentielle différence de carte du monde. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Et parfois, ça peut aussi rentrer dans des préjugés. Quelqu'un qui va arriver et pour lequel j'ai l'impression qu'il est issu d'un pays lointain, pour lequel j'ai l'impression qu'il y a une situation de précarité, je vais peut-être y faire attention, à tort, de nouveau, cette carte du monde, cette fameuse carte du monde qui est présente tout le temps. Et à côté de ça, peut-être passer à côté de quelqu'un qui, a priori, dans mes représentations, me semble partager la même carte du monde que moi. Or, ce n'est pas forcément le cas. Donc, cette notion de représentation va vraiment être très importante. Par rapport à ça, une autre piste, vu que je suis censée présenter des outils un peu plus pratiques, ça va être vraiment l'observation, donc la communication, mais le non-verbal, l'authenticité. C'est-à-dire que quand je donne une information à l'autre, si je suis vraiment attentive à lui dans l'écoute non sélective, cette curiosité, cette écoute curieuse de l'autre, je vais vite remarquer s'il y a des moments où il tique, il y a des moments où je vois que ce n'est pas très bien compris ou qu'il y a quelque chose qui... Et ne pas hésiter à aller creuser un petit peu plus loin. C'est parfois un peu inconfortable, mais ça peut être vraiment très porteur aussi et très riche
en apprentissage sur l'autre. Alors, dans les outils, il y a toujours cette question aussi du temps, hein, et ça, on l'a déjà dit. Madame Mailly a dit ça prend du temps. Dr Herman a dit ça prend du temps, mais les professionnels parfois sont un peu aussi. C'est une réalité, on est tout à fait d'accord. Et je pense que cette notion de temps doit rentrer en ligne de compte. C'est une réalité, mais on peut adapter ce mécanisme de comment est-ce que je fais face à la représentation de l'autre. Il y a différents outils. Le simple fait de regarder le non-verbal, de prendre le temps de se dire « Ok, je vais aller travailler comme ça un peu avec l'autre », le temps de se poser la question « Qu'est-ce qui vous met en difficulté dans la situation ici ?» Ça ne prend pas énormément de temps. Maintenant, on a d'autres outils aussi, hein, on peut utiliser, si on peut vraiment se donner le temps ou qu'on voit que la situation est récurrente, faire un atelier, utiliser du photolangage. On a parlé de dessin tout à l'heure, mais pourquoi ne pas demander au patient de dessiner sa situation ou de dessiner sa difficulté, pourquoi pas des cartes. Moi, j'utilise énormément, je ne vais pas le citer, mais tant qu'on y est, des cartes que je détourne un petit peu dans le genre du jeu Dixit, qu'on peut déposer sur la table et où on peut chacun piocher une carte et sur base d'un dessin relativement imagé, expliquer notre difficulté, expliquer ce qu'on y voit, expliquer un petit peu, tiens, moi ça me fait penser à ça. Et parfois on découvre des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé, qui font vraiment difficulté chez le patient. Ça peut être aussi, notamment une visite à domicile, pourquoi pas. Cette visite à domicile, ça permet aussi, de nouveau, de se confronter un peu à la carte du monde de l'autre, avec les difficultés qu'on a déjà citées. Si je suis en précarité, est-ce que je vais si je suis dans une situation plus complexe, est-ce que c'est facile ou pas? Donc voilà, de nouveau, le cadre professionnel, le temps qu'on a à disposition. Mais ce qui est important, vraiment, c'est de retenir comment est-ce que je vais aller rencontrer la carte du monde de l'autre, vraiment l'avoir systématiquement en tête. Et à partir de là, il existe un tas d'outils. Je vais quand même regarder le temps. Je peux encore me permettre un petit peu. Okay. On avait un petit peu de retard. Oui, voilà. Voilà, par rapport à tout ça, ce qui va être aussi important, on en a parlé aussi, notamment par rapport à l'aspect financier ou la littératie en santé, ça va être aussi comment est-ce que dans mes prescriptions, je vais pouvoir être respectueux du vécu de la personne. Et donc, de nouveau, cette réflexion sur les représentations de l'autre, sur ce qui fait sens pour lui, mais ça va me permettre, si je les travaille, de ne pas, si je suis médecin par exemple, faire de prescriptions qui pourraient entraîner une violence symbolique. C'est-à-dire, je pense toujours, j'ai travaillé de nombreuses années avec des personnes sans abri, et malgré le fait que la personne soit sans abri, certains médecins prescrivaient des aérosols pour des pathologies pulmonaires ou autres, ce qui a priori semble tout à fait logique, mais quand on vit dans la rue, comment fait-on avec la machine? Comment fait-on pour brancher l'aérosol? Et donc là, je prends un cas de figure assez extrême, mais dans la réalité de tous les jours, ça va être pareil. Aller rencontrer l'autre dans ce qu'il vit, dans ses difficultés, me permettra peut-être, probablement, de mieux comprendre sa réalité et du coup d'adapter la prescription, sans pour autant parler de cas aussi extrêmes que l'aérosol quand on se retrouve en situation de sans-abrisme. Donc voilà. Voilà, je pense que j'ai fait encore un petit peu le tour. Un dernier élément sur lequel je voulais rebondir, parce que vous en avez parlé vraiment toutes les deux aussi, c'était justement cette stigmatisation, cette impression de ne pas compter pour l'autre, cette impression d'être laissé un peu de côté ou de ne pas oser. Et donc à ce niveau-là, et je terminerai par ça, vraiment deux éléments qui me semblaient importants. Déjà, de nouveau, le fait d'aller à la rencontre de la carte du monde de l'autre, montre l'importance qu'il a à nos yeux. Parce qu'on prend ce temps d'aller le rencontrer dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il pense, dans ce qu'il ressent. Et donc il y a déjà implicitement cette manière de lui montrer « vous êtes important pour moi ». Mais au-delà de ça, je pensais tout simplement aussi à cet effet Pygmalion, dont on parle beaucoup parfois en psychologie. C'est simplement le fait que si je crois en l'autre et si je crois en ses capacités à se maintenir en santé ou à restaurer son état de santé, ça va aussi automatiquement passer dans mon non-verbal. Et je rejoins de nouveau ces notions de communication, d'authenticité. Et ce sont des choses qui sont largement éprouvées. Il y a eu suffisamment d'études qui ont mis en avant la validité de ces mécanismes. Et donc je pense qu'un dernier petit conseil pratique, au-delà de tout ça, c'est vraiment montrer à l'autre qu'il est important, qu'on croit dans ses capacités,
Et à partir de là, le lien de confiance fait qu'il pourra probablement plus facilement aussi exprimer ses difficultés, les freins, etc. Et on arrivera à notre objectif commun, qui est une meilleure santé pour la personne qu'on accompagne. Voilà, merci. Merci à vous. Okay. On a une question d'Henri Levoile. Est-ce qu'on ne pourrait pas être concret en expliquant comment on prend en charge les publics précaires et fragilisés dans le secteur des maladies cardiovasculaires, notamment en donnant la parole aux représentants du service de réadaptation des maladies cardiovasculaires à Mont-Saint-Martin, mais ça on va le voir après. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion qui nous est donnée par un intervenant? Pourquoi pas, je veux dire, bien sûr, il pourra apporter du concret. Ici, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion avec différents intervenants. Donc, je pense que c'est pour ça, justement, qu'il y a une vidéo qui suit. Est-ce que le lien ne serait pas l'éducation thérapeutique du patient? Bien sûr, et ça, on va en parler, je pense qu'il est dans la vidéo qui suit. Oui, voilà. Mais l'intervention juste tout à après. Fait, oui. Là, ça sort du cadre de l'intervention dans laquelle on m'a... Et donc là, ici, comme je pense qu'on était parti avec 5 minutes de retard, on a encore quelques minutes. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir ici. J'ai peut-être juste une anecdote, ça me fait penser à ça, notamment via Chronelux, on avait une petite campagne où on avait des post-it, et c'était donc dans la maison médicale pour la salle d'attente, et c'était écrit « Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ?» point d'interrogation. Et donc les gens ont rempli, ils ont collé, c'était assez enrichissant et intéressant. Je pense que ça aussi c'est une piste intéressante. Qui rejoint aussi cette notion de... Oui, je vous en prie. Je ne sais pas du tout si je vais répondre à quelque chose de la question posée. Mais au-delà de ce qu'on a dit, en effet, on n'a peut-être pas dit du concret immédiat par rapport à l'intervention dans le champ spécifique des maladies cardiovasculaires, mais je pense qu'on a chacune dit des choses, des portes d'entrée, en tout cas, pour faciliter. Ça étant, moi je fréquente une maison médicale, par exemple, qui est allez, je vais le dire franchement, très dynamique. Allez, je ne vais pas la citer pour ne pas dire que c'est la meilleure, mais je crois que c'est la meilleure. et non, mais je vois que, par exemple, enfin, dans cette maison médicale, pour le moment, ils sont en travaux, mais peu importe, il crée avec les patients des dynamiques d'animation, de sensibilisation, des questionnements qui partent d'eux et qui s'adressent à d'autres patients. Et parfois, c'est en lien directement avec ce qui est cardiovasculaire, etc., puisque ça touche à des éléments de prévention liés à la santé, liés à l'alimentation, liés, etc., mais pas, je veux dire, de façon descendante, de façon ascendante. Oui, ils le construisent. Alors, on n'est pas encore dans le champ peut-être du traitement. Moi, je ne sais pas me situer, moi, à cet endroit-là. Je pense qu'il y a d'autres qui doivent dire, mais il y a des dynamiques comme ça qui sont tout à fait intéressantes, qui portent parfois sur des choses très ciblées et qui construisent. Voilà, allez, on est dans le mois là, du mois où il faudrait boire de l'eau, je pense. Hein, c'est ce mois-ci, hein, il faudrait boire de l'eau. Donc le mois de comment est-ce qu'on l'appelle, le mois de l'eau, je ne sais plus quoi, moi. On dit aux gens ne buvez pas d'alcool pendant un mois si possible, etc. Je sais que dans cette maison médicale, puisque ça, consommation, boissons alcoolisées, prévention, maladies cardiovasculaires aussi, pas que, mais etc. Je vois que dans cette maison médicale, en tout cas, il y a chaque fois des projets, mais qui sont de nouveau, qui ne sont pas moralisateurs, qui ne sont pas donneurs de leçons, qui ne sont pas, mais qui sont des patients qui fréquentent et qui sont concernés parfois par eux-mêmes, l'alcoolisme, etc., réfléchissent, construisent et mettent à disposition des autres quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la réponse toute faite, qui est de l'ordre de parlons-en, entre guillemets, c'est pas grave. Hein. Enfin, je n'ai pas dit que les conséquences pouvaient ne pas être graves, c'est pas ça, mais je veux dire, osons, et on se sentira respecté parce qu'il y a une bienveillance dans la manière de le faire. Bon, peut-être que je ne suis pas dans la réponse, je ne sais pas, mais voilà.
aussi, on va à la rencontre des représentations de l'autre pour travailler, et donc il serait difficile de donner un exemple, de prendre en compte tous les cas de figure possibles et imaginables, justement parce qu'il existe autant de situations que de patients. Et donc en 20 minutes, en 1 heure, en 1 heure et demie, commencer à reprendre systématiquement, concrètement, comment je pourrais faire avec tel patient, tel patient, tel patient, justement, entraînerait le risque aussi de nouveau formaliser, formater. Donc ici, ce sont vraiment des pistes plus larges, mais qui, je pense, ont vraiment leur sens dans cette prise en compte, justement, de l'individualité de chaque personne et de chaque situation. Nous allons maintenant terminer avec la vidéo réalisée par le Centre de revalidation cardiovasculaire du Centre hospitalier de Mont-Saint-Martin. Grâce au programme Interreg, depuis 30 ans maintenant, on a pu développer des coopérations transfrontalières dans l'Union européenne en matière sanitaire et plus particulièrement dans le cadre des espaces frontaliers de la France et de la Belgique. On a une convention de territoire de santé transfrontalier qui s'appelle une ZOAST. Dans le cadre de cette ZOAST, les patients qui habitent le territoire frontalier peuvent se faire soigner de part et d'autre de la frontière sans obstacle juridique, administratif ni financier. Ces conventions ZOAST ont aussi permis de faire des synergies entre les hôpitaux frontaliers. C'est notamment le cas entre l'hôpital d'Arlon et l'hôpital de Mont-Saint-Martin pour la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Bien, bonjour, je me présente, Dr Grégoire Patrick, je participe à l'activité de rééducation cardiovasculaire de Mont-Saint-Martin. C'est un organisme qui a été mis en place il y a quelques années pour faire ce qu'on appelle ici en Belgique la revalidation cardiaque, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à des gens qui ont des pathologies cardiaques. Il y a essentiellement la pathologie coronarienne chez les gens qui ont fait un infarctus et qui ont bénéficié donc d'une prise en charge notamment coronarographique et qui ont pu avoir à la suite de cet examen la mise en place de stents. Et pour d'autres, quand le stent n'est pas possible ou parfois en complément du stent, on peut être amené à faire un pontage aorto-coronarien. Cette rééducation, révalidation s'adresse également à des gens qui ont été opérés pour d'autres raisons, et notamment des valves cardiaques qu'on peut être amené à changer, valve aortique, valve mitrale, valve tricuspide. Et dans ce cas-là, il y a besoin également, en post-opératoire, d'envisager une revalidation, une rééducation pour tester donc les capacités de la personne. On a également un volet de patients qui peut être intéressant, ce sont les insuffisants cardiaques, ces gens qui ont donc des difficultés de fonctionnement du cœur qui est insuffisant à l'effort et que l'on donc on traite et qu'en même temps on rééduque. Cela se déroule donc dans un bâtiment de l'hôpital qui a été aménagé et avec donc des aménagements liés aux recommandations. Il y a une salle pour la kinésithérapie, une salle pour le réentraînement à l'effort. Dans la salle de kinésithérapie intervient un kinésithérapeute. Ensuite, les patients vont en salle de réentraînement, donc là sur bicyclette ou sur tapis roulant. Pour participer à ces séances, il faut donc avoir fait un de ces problèmes et à ce moment-là, les patients donc prennent rendez-vous à notre secrétariat et nous leur remettons un rendez-vous pour un bilan d'inclusion. Que pendant ce bilan d'inclusion, il y a certes un examen clinique traditionnel, également une échographie, mais également surtout une épreuve d'effort qui nous permet de savoir les capacités, de connaître les capacités physiques de ce patient. Dans cette visite d'inclusion, il y a également une grande partie infirmière que vous détaillera ma collègue, infirmière, et donc à ce moment-là, pour cette prise en charge associée à la prise en charge médicale stricte. Ces séances se déroulent donc le matin à l'hôpital et elles sont étalées sur 4 semaines. C'est-à-dire il y a 20 séances de rééducation, donc 20 matinées. Que le problème n'est pas de faire une rééducation sur 4 semaines, le problème c'est d'inciter les gens à continuer à avoir une activité physique. On ne leur préconise pas des efforts très importants, mais au moins la marche, pour ceux qui font du vélo, pour ceux qui font du jogging, et on les rassure, grâce à cette rééducation, sur ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. La philosophie de la rééducation cardiaque, c'est pas une contrainte, c'est souhaitable, je pense, et souhaité par les patients, de savoir ce qu'ils peuvent faire, de connaître leur maladie, de connaître leur traitement, et de savoir qu'ils peuvent continuer à avoir une vie, je dirais, quasiment normale pour un grand nombre. Il y a quelques limites que l'on peut amener à certains parce que leur pathologie ne leur permet pas de faire tout et n'importe quoi, mais dans l'ensemble, la majorité peut avoir une activité tout à fait correcte.
Et la recommandation en ce qui concerne la rééducation cardiaque, elle n'est pas d'un niveau très bas, elle est d'un niveau très élevé. Elle est ce qu'on appelle le grade 1A, c'est-à-dire le maximum des recommandations. C'est-à-dire qu'elle est reconnue par toutes les fédérations de cardiologie françaises, belges ou autres, et internationales. Et on rappelle très souvent, malheureusement, que peu de patients éligibles participent à cette rééducation. On estime qu'à peu près 30% seulement des patients qui devraient subir une rééducation l'ont. Alors pourquoi les 70% n'en bénéficient pas? C'est tout le problème de la sensibilisation des collègues, des médecins traitants, des cardiologues, d'autres spécialistes qui peuvent réadresser à tout moment des patients. Alors c'est préférable tout de suite après l'examen, après l'accident, mais même si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois après, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est donc de pouvoir accueillir les patients et donc leur redonner confiance dans leur maladie et les rendre conscients qu'ils sont capables d'avoir une vie normale. L'inclusion du patient qui vient pour la réadaptation cardiovasculaire commence bien évidemment par le bilan médical, mais également par un entretien individuel avec l'infirmière. Pendant cet entretien, il y a une volonté de mettre le patient en confiance. Le patient il va être informé de tout le parcours qu'il va suivre pendant la réadaptation cardiaque. Et à partir de là, on lui prévient également qu'il va être accompagné dans ses démarches. Donc, il doit parler de tout ce qui ne va pas. Ce n'est pas que ce qui est cardiovasculaire, d'accord? Donc, il va nous parler de ses difficultés sociales et dans ce cas-là, on va lui proposer une aide sociale. De toute façon, on propose l'aide sociale de façon systématique, de façon à ce que le patient puisse délivrer tous les problèmes qui en découlent. On lui propose également une consultation avec le psychologue parce que la maladie cardiovasculaire, elle est anxiogène. Au départ, il y a des patients qui refusent en fait cette consultation, mais l'offre, elle reste ouverte de façon à ce qu'il peut réitérer sa demande à tout moment de la réadaptation cardiaque. Il y a également un bilan diététique et pendant ce bilan diététique, on évalue un petit peu les habitudes de nutrition du patient et des fois, il suffit de petits changements que le patient peut un petit peu faire dans son quotidien et on résout un petit peu les problèmes de déséquilibre alimentaire. Après ce diagnostic infirmier, on va avoir des entretiens qui sont un petit peu collectif ou de la prise en charge collective pendant laquelle on donne des informations sur l'activité physique, sur les règles hygiéno-diététiques. Par exemple, la diététicienne, elle va les informer que, par exemple, de consommer des produits frais au lieu des produits un petit peu cuisinés, de savoir lire les étiquettes, par exemple, la quantité à mettre dans l'assiette, c'est des choses toutes simples qui vont aider le patient un petit peu à gérer son alimentation et éviter les récidives, entre autres. Les patients, ils ont accès aux médecins et à l'équipe paramédicale, aux diététiciens tout le long. Donc, on a autre chose qu'on propose également aux patients, c'est de faire venir quelqu'un de sa famille, parce que la famille, quand elle voit le patient qui a un problème cardiaque, elle l'empêche de faire l'effort, elles ont peur. La famille, elle vient, elle voit le patient de quoi il est capable. Donc, ça donne confiance à la famille pour reprendre une vie normale, surtout les horizons, la reprise du travail. Pour les gens qui sont actifs, on essaye de les mettre très très vite sur la reprise du travail assez rapidement. Et pour les patients qui, par exemple, ils ont des séquelles assez importantes et ils ne peuvent pas retourner sur les mêmes postes, donc la lettre de liaison de notre médecin, elle va chez son médecin traitant et elle va également chez le médecin du travail. Les patients, ils sont pris en charge par une équipe qui est dynamique, qui est très motivée, qui a beaucoup d'empathie, qui sait écouter et qui a une relation d'aide en fait, c'est une relation d'aide détachée et qui permet un petit peu on ne stigmatise pas les patients, ce ne sont pas des patients qui viennent uniquement pour la réadaptation cardiaque. C'est la priorité, mais également on prend le patient dans sa globalité pour l'aider à continuer et à partir dans la vie de façon sereine. On travaille avec les patients comme ils sont et ils ont le droit de tout dire. Ils peuvent également demander des entretiens à tout moment avec tous les membres de l'équipe. Voilà. Merci beaucoup
pour cet événement transfrontalier, cette collaboration franco-belge. Et j'invite nos intervenants, Madame Sohi et Monsieur Patrick Grégoire, à intervenir maintenant. Oui. Donc, je suis content de participer à ce débat. D'ailleurs, donc, la rééducation cardiaque, vous avez pu vous en rendre compte par les 2 petits exposés que vous avez eus, répondent aux 3 thèmes que vous avez abordés, c'est-à-dire les problèmes sociaux de précarité, l'explication aux patients et l'importance donnée au patient dans son expression que l'on prend également en compte. Donc vous avez pu voir que pendant ces séances, donc il y a 20 séances, chaque séance se termine par une réunion d'information, donc qui rappelle les règles, qui rappelle l'anatomie, qui rappelle la maladie, qui rappelle les traitements. Et ce n'est pas une réunion unidirectionnelle, elle est bidirectionnelle, c'est-à-dire que les patients peuvent à tout moment poser des questions. Et ces entretiens sont toujours faits avec l'infirmière. Le médecin n'est pas forcément présent parce qu'on ne veut pas compliquer les choses. Et l'infirmière trouve peut-être parfois plus facilement que le médecin des mots simples pour expliquer le problème qui est exposé. Mais nous sommes toujours présents, car c'est une obligation. Le cardiologue doit être présent durant toute la séance de rééducation. Nous sommes toujours présents pour répondre aux questions qui pourraient poser problème aux infirmières, et donc nous apportons un complément à ce moment-là. Mais l'essentiel est fait par l'équipe infirmière, qui est bien rodée maintenant, qui est ancienne, qui est adaptée donc à la cardiologie. Pour certaines ont déjà été infirmières en service de cardiologie, et donc l'essentiel, c'est notre but, c'est que le patient trouve sa place, puisse poser les questions quand il veut. Il peut demander à tout moment, s'il le souhaite, une plus grande intimité. Nous y répondrons par une consultation particulière, là, sans que ce soit en présence des autres. Mais l'expérience des uns pouvant profiter aux autres, nous aimons bien, et j'aime bien à la fin de la séance de rééducation, interroger les patients, savoir s'ils ont des questions à poser, pour que les autres puissent bénéficier d'éléments qui pourraient les concerner. Donc vous voyez, nous sommes très ouverts à la discussion. Nous tenons compte également donc, des problèmes sociaux, comme l'a rappelé donc, notre infirmière, pour que les gens soient éventuellement réadressés vers une aide sociale pour pouvoir répondre à leurs problèmes. Et nous avons à cœur, ce qui a été souligné, c'est de les réintégrer pour ceux qui travaillent, parce que nous avons quand même des personnes âgées qui sont retraitées, mais pour ceux qui travaillent, notre but essentiel, c'est de les réintégrer dans le monde du travail, en essayant d'adapter, si cela est nécessaire, avec le médecin du travail, le poste qu'ils occupent. Donc c'est ça l'essentiel de la rééducation, et j'insiste beaucoup sur le fait que nous sommes ouverts. Il n'y a pas de difficulté à venir chez nous, il suffit d'avoir une demande de la part d'un médecin, d'un cardiologue. Pour ce qui est des patients belges, et nous en avons d'ailleurs en ce moment, ils viennent, j'ai simplement à remplir une demande qui est transmise à vos services donc, sociaux, enfin de sécurité de prise en charge. Et donc, il n'y a aucun problème. Les déplacements sont autorisés, sont normalement pris en charge également, ainsi que la durée totale de la rééducation. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de problème pour nos patients qui viennent de Belgique. Donc, pour vous, pour ceux qui sont intéressés, il n'y a absolument aucune contrainte, contre-indication non plus. Vous pouvez venir si vous êtes cardiaque et si vous répondez donc aux différents critères qui ont été exposés durant nos différentes interventions antérieures. Donc nous sommes à votre disposition si vous avez des questions à me poser et à poser également à ma collègue. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais revenir juste sur le patient lui-même. Donc, quand on reçoit les patients, pendant cet entretien, on part du principe que tout le monde a des compétences. Les compétences, elles peuvent être noyées dans... Si on veut apprendre aux patients tout en même temps, apprendre entre parenthèses, parce que, en fait, le patient, il ne retient rien. Donc, il faut parler avec des mots simples. Pendant l'entretien, il faut bien écouter et accepter les priorités du patient. Qu'est-ce qu'il veut le patient faire? Bien évidemment, il est là pour la réadaptation cardiaque, la réadaptation à l'effort, mais on gère avec lui tous les autres côtés.
qui sont les facteurs de risque. Donc, il y a un certain nombre de facteurs de risque, comme le surpoids, comme l'alimentation, comme le tabac, et tout est lié, en fait. Le stress, tout est lié, et la pauvreté également, le manque de moyens. Et donc, pendant cet entretien, le patient, il nous délivre ce qu'il a. Des fois, ce n'est pas tout de suite. Donc, au fur et à mesure qu'on fasse connaissance avec le patient, en fait, il détermine ses objectifs. Donc, on travaille avec lui, par exemple, sur l'alimentation, sur la perte de poids, sur l'observance des médicaments. Souvent, c'est le problème. Ça arrive souvent que les patients ne gèrent pas eux-mêmes leurs médicaments, ne savent pas les effets secondaires des médicaments, et ils ont peur des effets secondaires s'ils vont lire les notices, comme on les voit qu'ils sont longues. L'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, en fait, c'est quand le patient lui-même, il doit être acteur de sa santé, et on lui donne en fait les moyens, les outils, mais en aucun cas on fait à sa place. On essaye de le pousser à faire, mais en douceur, tout doucement, pour qu'il arrive à gérer sa maladie et à comprendre son problème de santé. Alors tout ça, ça passe par des séances d'éducation thérapeutique. Il y a différents thèmes. Si je prends par exemple, comme ça a été évoqué, l'hypertension artérielle, donc on explique déjà au patient c'est quoi la tension artérielle. Voilà, on lui explique avec des mots simples c'est quoi la tension artérielle. Et comme on prend la tension avec un appareil, donc on lui explique comment ça se passe pour que nous, on sache les chiffres de la tension artérielle. Et donc, le patient, il comprend c'est quoi la tension artérielle et pourquoi c'est important de la surveiller. Autre que l'équipe médicale, il y a également une dynamique de groupe qui s'est créée entre les patients eux-mêmes. Ils partagent leur expérience, ils partagent leur souffrance, entre parenthèses, ce qui fait que ils apprennent des uns des autres à comment se délivrer, comment exposer leurs soucis. Et voilà, donc en fait, c'est un ensemble. Le patient, il est pris en charge dans sa globalité. Il n'y a pas de tabou. S'il a plus de facilité à parler avec une infirmière qu'une autre, donc il peut aller à l'autre infirmière. On passe la main. Voilà, et puis souvent, le patient, on a eu des cas où le patient, il vient fermer. Limite, il est là parce que son cardiologue ou son médecin traitant lui a proposé la réadaptation, mais voilà, ça servira à rien. Et en final, il part en remerciant l'équipe parce que ça lui a apporté des changements dans sa vie, et il est parti en ayant compris un petit peu sa pathologie et comment gérer ses propres facteurs de risque, et comment également donner l'information autour de lui que des petits changements peuvent également permettre également de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Vous m'entendez? Voilà. Oui. Je voudrais simplement... Merci beaucoup pour votre... simplement ajouter... Oui, on voulait prendre juste quelques minutes pour poser... Voilà, il y a quelques questions dans le chat. Je vous laisse juste peut-être conclure alors ici. Conclure, alors là, il y a la question, revoyez-vous les patients? En fait, les patients, très souvent, ont un cardiologue qui les a pris en charge soit avant, ou bien ils désirent être pris en charge par un autre cardiologue. Moi, en ce qui me concerne, vu mon âge, je ne fais pas de consultation, c'est exceptionnel, mais nous préférons donc qu'ils soient revus par leur cardiologue habituel, avec leur médecin traitant. Mais s'ils souhaitent venir à l'hôpital, nous avons également toujours des cardiologues qui consultent à l'hôpital, s'ils veulent garder ce contexte, ce cadre, ils peuvent toujours. Mais en général, nous préférons renvoyer au médecin généraliste, qui est vraiment l'élément intermédiaire tout à fait important, et la consultation de suivi régulière se fera par le cardiologue habituel. Il y a une question très pratique, et alors il y a une autre question plus de fond, je vais poser les deux un peu à la volée. Donc il y a aussi qui peut envoyer les patients vers vous, donc ça c'est vraiment une question très pratico-pratique comme on dit. Et alors peut-être une question un peu plus de fond. Là ici, vous disiez lors du reportage que
voilà, il n'y a pas autant de personnes qui profitent de leur validation que ce qui serait bien et préconisé dans la littérature. Et alors, il y a la question de l'accessibilité, du coup, qui se pose. Là, ici, notamment, moi, je me souviens lors de la présentation, notamment tout ce qui est mobilité, véhicules, etc., c'est peut-être compliqué quand on est dans des publics précarisés. Est-ce que, de votre côté, il y a des choses un petit peu pour aider les gens de ce côté-là? Et alors, est-ce que la première ligne aussi, c'est pas un endroit où il serait bien de mettre le paquet, si je puis dire? Notamment, je pense à Chroniluc, avec son projet d'activité physique adaptée, pour essayer vraiment que même en ambulatoire et que dans la première ligne, il y ait aussi beaucoup de choses. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'accessibilité, pardon, c'est difficile un peu à prononcer, l'accès à la rééducation, il n'y a pas de problème. En France, je pense également en Belgique, il suffit que le médecin traitant ou le cardiologue adresse le patient en rééducation cardiaque. Et donc, pour les Français, la prise en charge est immédiate. Pour ce qui est donc de nos patients belges, je remplis un formulaire que je réadresse au centre de sécurité sociale. Et donc, les prises en charge sont toujours acceptées. Les transports sont également acceptés, c'est-à-dire que le patient vient de chez lui à la rééducation cardiaque, et ce, tous les jours, pendant 4 semaines, donc du lundi au vendredi, et il n'y a pour le moment aucun problème de prise en charge. Le patient, au bout d'un certain temps, peut prendre sa voiture, et nous préférons donc au début qu'il vienne avec un véhicule professionnel, mais au bout d'un certain temps, lorsque l'on voit que la situation est bonne, on peut à ce moment-là dire au patient de prendre son propre véhicule et il peut être indemnisé également. Donc, il n'y a aucun problème pour venir. Dès que vous êtes rentré dans le cadre de la pathologie coronarienne ou bien que vous avez été opéré du cœur ou que vous êtes insuffisant cardiaque, et j'en veux beaucoup sur ce dernier point parce que c'est un moment important pour ce qu'on appelle optimiser le traitement, vous pouvez être adressé et vous serez pris en charge et on vous donnera très rapidement une visite d'inclusion. Donc il n'y a aucun problème pour l'accessibilité et nous avons réduit à cause du Covid nos places, mais en ce moment nous avons beaucoup de places et je dois avouer qu'effectivement je confirme que le chiffre de gens qui font la rééducation cardiovasculaire sont faibles, c'est 30%, je relisais encore récemment, et il s'est oublié que la rééducation cardiaque, c'est également un élément important dans la prévention secondaire, puisque nous ne sommes plus en prévention primaire, ce sont des vrais cardiaques, donc nous sommes en prévention secondaire, et c'est important puisqu'elle permet de réduire de 20 à 25% les récidives, et elle réduit la mortalité également de 20 à 25%. Donc c'est un élément très important à côté de la diététique, de la thérapeutique, c'est un élément majeur dans la prise en charge du patient. Merci beaucoup pour votre réponse. Et donc peut-être pour refaire le point sur la question pratique, donc c'est médecins, traitants ou cardiologues qui peuvent orienter de ce que je comprends chez vous. C'était bien ça. Oui, il n'y a aucun problème. Tout à fait. Il n'y a aucun problème, ils peuvent les orienter. Nous nous occupons ensuite de récupérer le dossier avec les éléments pour que la prise en charge soit effective. Il suffit que l'on récupère les coordonnées du patient, où il a été hospitalisé, et tous nos partenaires nous transmettent sans aucun problème les données nécessaires à la prise en charge. Ça ne pose aucun problème. Merci. Donc là, ici, voilà, il est venu le temps de conclure. Nous remercions les oratrices, les participants et les organisateurs. Cette session est enregistrée. Vous pouvez retrouver les informations complémentaires sur la webpage dédiée à l'événement.